Bonjour à tous et bienvenue dans Première Consultation, le podcast préféré des patients et des professionnels de santé. Et oui, bienvenue dans cette première consultation qui en l'occurrence est la deuxième consultation. Je suis vraiment ravi de vous retrouver. Vous voyez, je suis tellement ravi de vous retrouver que le dernier podcast c'était il y a 5 jours. Je vous ai dit que j'en ferais un par mois et je n'ai pas pu résister au fait de vous en refaire un deuxième épisode. Je suis vraiment trop content de vous retrouver. Merci pour tous vos retours. Effectivement, sans ces retours-là, je vous avoue que peut-être que je n'aurais pas fait un podcast d'aussitôt, mais là c'était tellement encourageant qu'évidemment j'en ai refait un. Merci d'avoir pris rendez-vous pour cette deuxième consultation. On n'est toujours pas disponible sur Doctolib malheureusement, mais Doctolib me suit sur Instagram, Doctolib me suit, donc c'est encourageant. Je pense que bientôt le podcast, la consultation sera disponible pour prendre rendez-vous sur Doctolib. Alors, on va faire un petit retour rapidement sur ce lancement. Là, on est parti sur 2 heures de podcast à peu près, je pense, à nouveau, du contenu qui va être évidemment intéressant et divertissant, qui ne va pas toucher uniquement à la santé. Je vous laisserai découvrir le sommaire tout à l'heure. Je vais évidemment essayer de faire une introduction moins longue que l'épisode 1. Ça a duré 20 minutes. J'avais un peu abusé, je l'avoue. Je vous avoue aussi qu'il y a des personnes qui n'ont pas été très contentes que je me lance dans le podcast. J'ai été pionnier de la pharmacie sur YouTube, mais je ne l'ai pas été sur le podcast. Il y a des personnes qui étaient là avant moi et qui de fait n'étaient pas super contentes que je me lance dans le podcast parce qu'elles ont l'impression évidemment de perdre un petit peu d'audience. Mais bref, et donc elles n'étaient pas super contentes et elles m'ont carrément unfollow d'Instagram. Oh là 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 là, mais les réflexes de bébé cadom. Bon, bref, peu importe. Je sais très bien que tu m'écoutes et je te salue quand même. J'espère que tout va bien et que un jour tu me refollow, hein, voilà. Parce que au début, quand tu étais dans la merde, j'ai fait quand même la pub de ton podcast. Donc on va quand même rester sur de bonnes bases, hein, c'est parti. Alors, je vous fais quand même un petit retour sur ce lancement, l'épisode numéro 1. Alors, on m'a fait remarquer, effectivement, que dans mon intro, je vous dis à la fin, c'est parti, ouvrez la bouche, dites 33 et sortez votre carte vitale, bienvenue dans votre première consultation. Et effectivement, si je vous dis ouvrez la bouche et dites 33, ça ne fonctionne pas, en fait. Ou alors on dit rank croix, effectivement, c'est idiot, cette introduction. J'y avais pas pensé, à vrai dire. Ouvrez la bouche et dites 33. Effectivement, ça ne fonctionne pas. Deuxième retour, apparemment mon podcast est trop long. Oui, effectivement, mais bon, moi je préfère prendre mon temps, développer des idées, plutôt que faire des TikTok de 15 secondes où il y a un montage épileptique. Donc effectivement, c'est trop long. Et puis aussi, c'est pas un podcast qu'on écoute d'une traite. En fait, vous allez écouter 15 minutes tous les jours. Vous allez écouter le podcast en fois 1,5 et puis le temps vous paraîtra moins long. Mais je préfère ça. Je préfère prendre mon temps et que ça dure plus d'une heure pour développer des contenus intéressants, de qualité, développer un point de vue. Et voilà, c'est le prix de la spontanéité aussi. Dans ce podcast, il n'y a pas de montage, donc effectivement, ça peut être plus long. Ça peut être plus long, mais écoutez le podcast, je sais pas, quand vous faites la cuisine, quand vous faites le ménage, quand vous êtes dans les transports en commun, quand vous êtes dans la voiture, voilà, écoutez ce podcast à ces moments-là, pendant 20 minutes tous les jours, et vous verrez que le podcast passera beaucoup plus rapidement. Donc voilà, écoutez-le en fois 1,5 aussi, le podcast de 2 heures... Le podcast de 2 heures ne durera plus que 1h20, si mes calculs sont bons de tête. Voilà. Sinon, j'ai eu d'autres retours. Mon podcast serait apparemment arrogant. Mon sarcasme ne ferait pas rire, ne ferait pas rire tout le monde. Mais moi, j'aime beaucoup. C'est mon type d'humour que je consomme et que j'apprécie. Donc malheureusement, je préfère être transparent et vous partager mon humour plutôt que vous partager un point de vue qui n'est pas le mien et m'inventer un personnage. Donc effectivement, parfois vous allez avoir un peu de sarcasme, un peu d'humour noir, un peu d'arrogance, mais c'est ma vraie personnalité malheureusement, et je ne vais pas m'inventer un personnage pour juste avoir plus d'audience. Sinon, je crois que le podcast est disponible partout, sur Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast, Audible, Spotify,
Par contre, sur Deezer, c'est plus compliqué, donc il n'est pas encore disponible sur Deezer. Mais si les personnes qui utilisent les autres plateformes peuvent me confirmer qu'il est bien disponible sur ce podcast, ça m'aiderait énormément. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Et sinon, j'ai aussi mis mes podcasts sur YouTube pour les personnes qui ont fait le choix de n'avoir aucune plateforme d'écoute. Eh bien, ils ont encore le choix d'avoir les podcasts sur YouTube. Sinon, on m'a fait aussi remarquer que le Tipeee, vous savez, dans le premier podcast, j'ai dit de faire des dons Tipeee, etc. Que mon Tipeee n'était pas activé. Donc effectivement, mon Tipeee n'était pas activé, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu de dons. J'ai quand même eu l'honneur de récolter exactement 0,0 € de dons. Donc merci à toutes les personnes qui n'ont pas fait de dons. Je rigole évidemment, faites des dons parce que vous le savez, c'est vital pour moi, ça m'encourage à faire du contenu de façon beaucoup plus régulière, du contenu d'une meilleure qualité. Mon podcast est entièrement indépendant, politiquement, financièrement. Je peux dire absolument ce que je veux, c'est pour ça qu'il y a des blagues sarcastiques, des blagues d'humour noir, etc., que je ne pourrais pas faire si j'étais dépendant d'un sponsor, etc. Mais je vous avoue que si les semaines passent et que je n'ai pas suffisamment de dons Tipeee, le sponsoring sera une option que j'envisagerai peut-être. Voilà, pour rien vous cacher, parce que je ne peux pas faire ça non plus bénévolement, prendre une dizaine d'heures sur mon temps libre de façon entièrement bénévole, vous en doutez bien que c'est impossible. Donc, faites des dons sur Tipeee, devenez le cobaye de l'expérience, devenez l'apprenti chimiste, le docteur en pharmacie, le titulaire de l'officine. Voilà, allez visiter mon compte Tipeee, vous allez voir, vous avez plusieurs titres honorifiques comme ça, en fonction du don que vous réalisez. Et aussi, votre générosité vous attribue quelques cadeaux qui vont être de plus en plus grands en fonction de l'audience du podcast. Donc, allez voir les dons, allez voir les cadeaux que vous pouvez obtenir en fonction de votre don. Il y a des trucs vraiment sympas. Ça peut aller jusqu'à un appel avec moi. Donc, n'hésitez pas à aller faire un don sur mon Tipeee. C'est absolument crucial et vous le savez. Dernier retour sur le lancement, c'est qu'il y a les messages privés. Je reçois beaucoup de messages privés pour répondre aux différentes questions. Par exemple, vous le savez, il y a une rubrique où il y a un sondage de la semaine. Il y a aussi la rubrique du devoir de la semaine, la prescription que je vous fais. Et vous m'avez fait des retours par message privé. Je vous en remercie. Je vais les partager d'ailleurs dans ce podcast. Mais à l'avenir, si vous pouvez écrire directement votre retour sur la publication, ce serait plus facile pour moi de centraliser toutes les réponses sous une même publication. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces retours que vous m'avez fait sur le lancement. On n'est pas encore assez nombreux, je pense qu'il y aura de plus en plus de monde et c'est vraiment très 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 cool. En tout cas, je suis vraiment content de ce lancement. Merci beaucoup. Je ne vous annonce toujours pas c'est pas parce qu'il y a 2 podcasts cette semaine qu'il y en aura toutes les semaines 2. Je vous avoue que je n'ai pas encore trouvé mon rythme de publication. Mais il me faut du temps pour que je me mette dedans, je ne sais pas. Je préfère pas vous annoncer de rythme plutôt que vous en annoncer un et ne pas le tenir. Avant que ça commence, merci à toutes les personnes qui ont mis 5 étoiles au podcast. N'hésitez pas à faire la même chose, vraiment c'est très très important pour le référencement du podcast sur les différentes plateformes d'écoute. Pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un like et à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube évidemment. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner au compte première.consultation sur Instagram. C'est le nouveau compte du podcast sur lequel je partagerai de plus en plus de choses. Que ce soit mon lifestyle, ma vie, mon quotidien, mes repas, mes résultats sportifs, je ne sais pas, je partagerai vraiment plein de trucs sur ce compte parce que je veux absolument remercier toutes les personnes qui font l'effort d'aller s'abonner à ce compte, qui font l'effort de passer de douzerie à première.consultation. Ça me fait vraiment plaisir de partager directement des trucs avec ma communauté, la communauté, vraiment le noyau de la communauté, ceux qui ont fait l'effort de venir sur ce nouveau compte. Aussi, n'hésitez pas à me partager des stories en me mentionnant, à me faire ma pub. Je repartagerai toutes les personnes qui me tagueront en story, qui tagueront première.consultation en story avec de jolis paysages en train d'écouter le podcast. Ça me ferait vraiment super plaisir. Et puis, comme je vous le disais aussi, n'hésitez pas à acquérir un titre honorifique
sur Tipeee. Votre soutien, vous le savez, est absolument vital pour le podcast. Et puis d'ailleurs, si vous faites un don, si vous avez la générosité de faire un don au podcast, je vous précise que je préfère que vous donniez 1 € tous les mois. Il y a un système d'abonnement, je crois, plutôt que vous donniez 30 € d'un coup. Vraiment, pour moi, c'est préférable. Ça me permet de gérer mon budget, de savoir que dans tous les mois, j'ai telle somme d'argent à investir dans le podcast. C'est une façon beaucoup plus confortable pour moi de gérer mon budget d'une façon beaucoup plus pérenne. C'est parti, on se lance dans le podcast. Le podcast n'est pas encore remboursé par l'assurance maladie, mais on est déjà suivi par Doctolib sur Instagram, donc j'ai bon espoir. Voilà, mettez 5 étoiles dans le podcast. Vous connaissez la structure du podcast, il y a plusieurs rubriques qui retracent le déroulé d'une consultation, de l'anamnèse à la prescription, en passant par le diagnostic, la confraternité, la sémiologie, etc. On se lance donc dans la première rubrique, qui est la rubrique concernant mes nouveautés, mes news. C'est la semaine de doserie. C'est parti, il n'y a toujours pas de jingle. 11 minutes d'introduction, ça fait quand même 2 fois moins que la dernière fois. Je suis vraiment très chaud aujourd'hui. Première rubrique, c'est parti. Alors les news de la semaine vont être évidemment plutôt courtes puisque le dernier podcast c'était mardi et donc il n'y a pas eu énormément de news depuis. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un déménagement, j'ai passé le week-end en famille, c'était vraiment très très cool. Concernant le déménagement, autre truc, c'est que j'ai appris qu'il y a un business du carton. Il y a des gens qui vendent des cartons. Je ne savais pas qu'il y a des gens qui achetaient des cartons. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fait des déménagements, en général, je vais au supermarché et je dis bonjour, est-ce que vous avez des cartons? Et les supermarchés, en général, sont très très contents de les donner parce qu'il me semble que sinon, ils doivent payer les poubelles. Donc, en général, ils sont assez contents de les donner. Et là, en l'occurrence, la personne vendait les cartons, a acheté des cartons et ça coûte une fortune. Je ne savais pas qu'il y avait un business du carton, mais c'est franchement ahurissant. Regardez, je cherche sur Google. Tac, 15 cartons, 12 €. Voilà, ça coûte extrêmement cher. Alors qu'au supermarché, vraiment, ça coûte 0 €. Mais bon, je ne savais pas que ça existait. Je ne savais pas que ça existait, les gens qui achetaient des cartons. Je vous encourage du coup à vous lancer dans le business du carton. Vendez des cartons. Vous allez devenir millionnaire. Non, je rigole. J'ai appris ça. Je ne savais pas. Je suis peut-être le seul à ne pas être au courant. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais payé des cartons. Et tout se passait bien. Bref, deuxième actu. J'ai fait l'acquisition d'un scooter. Voilà, il y a quelqu'un de ma famille qui a eu la générosité de me faire le don d'un scooter. Donc forcément, c'est un scooter un peu vintage, il est des années 2000. Donc forcément, c'est à l'ancienne, quoi. Mais moi, je suis trop content parce que pour aller au boulot, j'avais 10 km et je mettais à peu près 40 minutes. Parce que c'était que des bouchons, c'était insupportable tous les matins, je devais partir super tôt pour éviter les bouchons, sauf qu'à chaque fois il y en avait quand même. Bref, du coup, maintenant je mets un quart d'heure de moins, même peut-être 20 minutes de moins. Je vais pas spécialement vite, c'est juste que quand t'es au feu, du coup tu loupes tout le monde, et donc c'est le kiff, quoi. Ah, vraiment, t'as un sentiment de liberté quand tu passes devant tout le monde qui fait la queue. Ah ouais, vraiment, je kiffe énormément. Donc voilà, deuxième actu, j'ai un petit scooter, ça fait un peu Vespa. Donc non, mais vraiment, je suis vraiment trop content de cette acquisition. Merci beaucoup. Il faudra que je le retape un petit peu parce que forcément, il est vintage. Il y a 2-3 trucs rouillés. Il y a, je sais pas, il faut que je m'en occupe. J'ai pas encore eu le temps, mais il faut que je m'en occupe. Donc j'ai un petit peu peur encore sur le scooter. Je suis pas super à l'aise, mais ça va aller de mieux en mieux parce que je trouve ça un petit peu dangereux parfois quand à un bouchon, il y a des gens qui arrivent à 60 km/h dans l'autre sens, et que toi tu es entre les deux voitures, que tu passes à 30 cm d'eux. Franchement, je vous avoue que je suis pas rassuré, en même temps que ça fait qu'une semaine que je conduis, donc ça va aller de mieux en mieux, j'imagine. Ah là là, sinon, troisième actu, voilà, c'est la troisième et dernière actu, je vous avais dit que ça allait être très court. On est dimanche et je me suis habillé. Voilà, parce que le dimanche c'est important pour moi, je trouve que c'est un jour particulier que les anciens aimaient beaucoup. Les anciens faisaient très attention à bien s'habiller le dimanche. Et moi, j'essaye de les imiter. Et aujourd'hui, je me suis habillé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle en ayant revêti.
des bretelles et une veste de costume. Monsieur Anthony Perdry vous fait ce podcast, vous fait l'honneur de ce podcast avec une veste de costume. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram aujourd'hui où j'ai publié une story de mon accoutrement. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure dans la rubrique numéro 6, la rubrique prophylaxie, où on va parler d'habillement, d'élégance masculine, même d'élégance féminine aussi. Les femmes pourront se retrouver dans cette rubrique, mais évidemment, puisque je suis un homme, les hommes pourront peut-être mieux s'identifier à ce que je suis en train de dire. Donc rendez-vous dans la rubrique numéro 6, où on parlera d'élégance avec un petit discours que j'ai nommé « L'habit fait le moine ». Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir comment je me suis habillé pour ce dimanche sur mon compte Instagram où j'ai mis une petite story. Évidemment, si vous écoutez ce podcast dans une semaine, la story ne sera plus disponible. Mais bon, je vous promets que je remettrai des photos de moi, de ma façon de m'habiller sur mon compte Instagram, puisque je vous ai fait la promesse de vous régaler, toutes les personnes qui ont fait l'effort d'aller sur ce nouveau compte Instagram. On n'est qu'une centaine pour le moment, je crois qu'on est 150 aujourd'hui. Il faut qu'on atteigne très rapidement la barre des 1000 abonnés. Donc je compte sur vous pour mettre des likes, pour mettre des commentaires, pour envoyer des messages privés, pour vous abonner. C'est vraiment super important pour le référencement et vous le savez. C'est tout pour cette rubrique numéro 1. Je vous ai dit que ça allait être très court puisqu'il n'y a pas eu évidemment beaucoup de nouveautés depuis mardi. On passe tout de suite à la rubrique numéro 2 qui est la rubrique anamnèse. L'anamnèse, vous le savez, dans les consultations, c'est là où on fait le bilan, l'historique du patient. Et donc moi, dans ma rubrique anamnèse, je vais vous partager une expérience personnelle. Je vais vous parler d'un sujet en vous donnant mon point de vue, mon histoire sur ce sujet. Et aujourd'hui, on va parler de sport. Le sport qui aujourd'hui a une grande place dans ma vie, mais ça n'a pas toujours été le cas. Je vais vous raconter ça tout de suite dans la rubrique numéro 2. Je vais faire ça chronologiquement, c'est-à-dire que je vais vous parler de mon expérience dans le sport depuis ma tendre enfance. Alors, comment ça s'est passé? C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais été quelqu'un de très sportif. Je n'ai jamais été spécialement bon dans un sport ou dans un autre. Je n'ai jamais vraiment adoré faire du sport. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai un grand frère qui, lui, est très fort dans tous les sports. À chaque fois qu'il fait du sport, il va être doué. Il a fait l'Ironman, vous savez, c'est les triathlons de l'extrême. Il a fait ça. Il a toujours été très fort en rugby, en foot, en tennis, bref. Donc, et pour toutes les personnes qui ont un grand frère, ils vont comprendre ce que je dis, c'est qu'il y a toujours ce sentiment de compétitivité. Ceux qui ont un grand frère savent absolument ce que je veux dire. Et donc, forcément, moi, je me suis construit en essayant de lui ressembler. Sauf que je voyais que je n'avais pas les mêmes résultats que lui en sport, et forcément, c'était un petit peu bloquant pour moi. Parce que j'aurais bien aimé beaucoup plus lui ressembler, en étant meilleur que lui, en étant aussi bon que lui. Bref, c'était toujours une douleur de voir que j'étais beaucoup moins fort que lui. Et donc c'est pour ça que je me suis construit en me disant, de toute façon, le sport, c'est pas pour moi. Moi, je suis meilleur en cuisine, je suis meilleur en jardinage, je suis meilleur dans je sais pas quoi. Mais lui, en tout cas, il est meilleur en sport. Et c'est comme ça, de toute façon, le sport, c'est pas fait pour moi. Et donc, c'est comme ça que je me suis construit. Et donc, voilà, je me suis toujours dit que je n'étais pas très sportif. Mais avec du recul, je me dis surtout que c'est tout simplement que je n'avais pas trouvé encore le sport qu'il me fallait. Parce que j'ai été initié à des sports qui ne me convenaient pas vraiment quand j'étais enfant. Et je vais vous en parler. J'ai commencé le sport en faisant du judo. Comme à peu près, je sais pas, 70% des enfants qui sont nés dans les années 90, on a tous fait du judo. Il faut savoir, pour ceux qui n'ont pas été initiés à ça, que le judo des enfants, c'est pas le judo que vous voyez aux Jeux Olympiques. À vrai dire, c'est beaucoup plus comique. Qu'est-ce qui se passe dans les cours de judo des enfants? On fait le canard, on fait des pirouettes, on fait, je sais pas, j'ai du mal à me souvenir, mais... Ou alors c'est que j'étais très nul. C'est que j'étais très nul. Et là, tous les gens qui écoutent le podcast et qui ont fait du judo, ils disent, mais pas du tout. Moi, quand j'avais 7 ans, je faisais des ippon et tout. Moi, en tout cas, je faisais des pirouettes. Voilà.
Je faisais des pirouettes et je faisais des tours de tatami en courant. Donc voilà, c'est ça le judo quand tu es enfant. Tu apprends surtout à te servir de ton corps et à être à l'aise, à être un petit peu plus souple. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de judo. C'est vrai qu'il y a deux trois compètes où tu apprends à tomber, tu apprends à faire tomber les autres. Ça aussi c'était cool, mais c'est pas le judo que vous voyez au JO, hein. Ça c'est vraiment, ça doit arriver quand tu as une dizaine d'années. Quand tu as 6 ans, tu fais des pirouettes. Donc voilà. Et donc j'ai quand même eu ma ceinture orange de mémoire. Donc c'est vraiment la ceinture que tous les enfants ont, hein. Il n'y a pas vraiment de... Ce n'est pas une très très grande gloire d'avoir la ceinture orange, ça doit être la... Donc il y a la blanche, blanche, jaune, 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 orange. Donc c'est la cinquième ceinture, même si la blanche, jaune, je crois, n'est pas une vraie ceinture. Donc euh, voilà, donc c'est vraiment le début du judo. Donc c'est ma première expérience sportive et ensuite j'ai fait du foot. Moi j'ai jamais vraiment aimé le foot, mais en fait c'est juste que tous mes copains d'école faisaient du foot, donc par souci d'avoir des copains en dehors de l'école, mes parents se sont dit certainement, bah, puisque tous ses copains vont à l'école, on va l'emmener, puisque tous ses copains d'école vont au foot, et ben comme ça il va retrouver ses copains au foot et il va bien aimer. Spoiler, non. Parce que, bah, je sais pas, le foot n'est pas un sport qui me parle spécialement. D'ailleurs, je prends pas spécialement de plaisir à suivre le foot au jour le jour. Je regarde, euh, je regarde lors des grands événements, et quand je dis les grands événements, c'est surtout les très grands événements, parce que la Champions League, par exemple, je ne regarde pas, même si c'est un très grand événement. Moi, ça va être surtout l'Euro, la Coupe du Monde. Voilà, donc il y a vraiment deux événements que je suis, et c'est tous les 4 ans, donc forcément, ça n'arrive pas souvent. Et donc j'ai fait du foot, je jouais quoi? Même si à l'époque je devais avoir moins de 10 ans, donc forcément il n'y a pas forcément de poste très défini, il me semble que j'étais surtout en défense. Voilà, parce qu'à l'époque j'étais un des plus grands de l'équipe, donc ils m'ont mis en défense. Mais j'aimais pas spécialement ça, et je vais vous raconter une anecdote pour que vous compreniez à quel point je n'aimais pas ça. Vous allez rigoler, vous allez même vous moquer de moi. C'est-à-dire qu'il y a ma maman qui venait me regarder au match de foot, le samedi quand on affrontait les équipes adversaires. Et moi, en général, je cueillais des fleurs sur le terrain de foot et je les amenais à ma mère. Je vous promets que c'est vrai. Je cueillais des pâquerettes qui étaient sur la pelouse. Et je les donnais à ma mère qui était dans le public. Et elle disait mais non, mais c'est pas ça du tout. C'est pas, il faut pas cueillir des pâquerettes. Là, c'est le moment de jouer au foot en fait. Il faut pas cueillir des fleurs. C'est gentil, mais c'est pas le moment en fait. Et moi j'étais enfant, hein. Voilà. Donc je sais pas si c'est ridicule ou si c'est mignon. Je pense que c'est ridicule. En tout cas, voilà, ça fait un bel exemple. Je déteste jouer au foot. Même si je trouve ça vraiment très fédérateur quand tu regardes du foot au moment de la Coupe du Monde avec des amis, au bar et compagnie. J'aime vraiment beaucoup l'élan de solidarité nationale qu'il y a à ces moments-là. C'est vraiment très fédérateur. Mais suivre ça au jour le jour, c'est pas trop mon truc. Voilà. Et jouer, ça l'est encore moins. Après, j'ai fait un autre sport que pour le coup, là, j'ai bien aimé. Et celui-là, pour le coup aussi, je prends plutôt de plaisir à le regarder à la télé. C'est le tennis. Quand je dis que je prends plaisir à regarder la télé, pareil, je ne regarde que les grands événements. Donc, les gros matchs, en fait, ça arrive assez rarement aussi, hein. Ça n'arrive que quelques fois par an. Je regarde beaucoup Roland Garros quand c'est le moment, mais sinon, en dehors de ça, je regarde assez peu. Donc, mais en tout cas, je prends plus de plaisir que regarder du foot, par exemple. Par contre, je n'étais toujours pas très fort. Je n'étais toujours pas très fort, c'est-à-dire que l'été, dans le village, on avait un terrain de tennis, et à ce moment-là, je devais avoir quoi? Je devais avoir 13-14 ans. Et au terrain de tennis du village, en fait, on jouait avec tous mes copains, on se retrouvait, on allait en vélo, et on jouait au tennis. Et il faut savoir que j'étais le seul à faire du tennis en club, et mes copains qui ne faisaient pas de tennis en club me battaient. Donc, si vous voulez, c'est pour vous donner un ordre d'idée de ma nullité. J'étais pas très fort. J'aimais vraiment ça pour le coup, une des premières expériences sportives que j'aimais bien. Mais quand tes potes qui sont censés être moins bons que toi
t'éclatent au sport que tu pratiques en club et toi tu es censé être meilleur qu'eux, franchement, c'est la honte. C'est vraiment la honte. Voilà. Ensuite, mais je crois que c'est au même moment, j'ai fait du tennis de table. Voilà, donc c'est un peu ridicule. Non, c'est pas ridicule. Ceux qui sont vraiment forts, c'est stylé. Mais moi, j'étais pas très fort, donc c'était un peu ridicule. D'ailleurs, mon frère, parce qu'on avait une table de ping-pong à la maison, et mon frère me battait, il m'éclatait au ping-pong, alors que moi j'en faisais en club. C'était évidemment la honte, et il ne manquait pas de m'humilier à ce moment-là quand il me battait. Mais bon, à côté de ça, je battais ma sœur. Donc ça va. Donc je me rassurais comme ça. Je battais ma petite sœur et je me vengeais. Mais ceux qui ont des frères et sœurs, ils savent exactement de quoi je parle. Ça se passe comme ça, on ne peut rien y faire. Entre frères et sœurs, ça se passera toujours comme ça. Et c'est ça, justement, l'amour entre frères et sœurs. Voilà. Après le ping-pong, j'ai fait encore à nouveau un sport que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'ai fait 2 sports dans la même année. J'ai fait du rugby. Vraiment, ça c'est le sport que je préfère suivre à la télé. D'ailleurs, en ce moment, il y a la Coupe du Monde. Ce soir, il y a le match des Bleus, France-Afrique du Sud. Je suis évidemment à fond derrière les Bleus, trop content de leurs résultats jusque maintenant. Je suis persuadé qu'ils vont gagner ce soir. Allez, je vais vous faire un petit pronostic. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire évidemment que la France gagne, que Dupont va marquer un essai, et qu'il y aura, allez, il y aura combien? 32 à 23 pour la France. 32-23, voilà. Retenez bien ce score. Oh là là, mais si j'ai juste à plus ou moins 2 points, parce que c'est quand même assez dur d'avoir le score exact, faites un don sur Tipeee. Vraiment, là, parce que je serais vraiment trop chaud, vous êtes obligé de faire un don sur Tipeee si j'ai juste, si le score est de 32-23. Donc le rugby, vraiment, ouais, j'adorais ça. J'en ai fait qu'un an, malheureusement, parce que j'ai dû arrêter pour aller en PACES, en première année de santé. Mais j'aimais vraiment ça, la solidarité entre les gars, l'ambiance rugby, vraiment c'est un truc dans lequel je me reconnais énormément. Les valeurs du rugby, voilà, l'humilité, la modestie des joueurs, puis l'ambiance un petit peu, la camaraderie des mecs qui sont au rugby, quoi. C'est vraiment des valeurs dans lesquelles je me reconnais énormément. Et donc j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire ce sport, même si j'étais le nouveau, alors que les mecs ils jouaient entre eux depuis qu'ils avaient 10 ans. Donc forcément, des fois, tu arrives dans l'équipe alors que tout le monde se connaît, c'est un petit peu compliqué, mais vraiment j'ai passé des très très bons moments, et c'était vraiment très cool. Et en même temps que cette année de rugby, j'ai fait de la natation aussi parce que je préparais un diplôme pour être maître nageur. La natation c'est cool, mais en vérité je faisais surtout ça pour faire mon diplôme de maître nageur. Je prenais pas spécialement de plaisir à aller nager parce que c'était... Non, c'est sympa parce que ça te forge vraiment une carrure très stylée, vraiment des grosses épaules, voilà, t'as vraiment une taille en V au niveau du physique, mais par contre, nager des kilomètres, c'est vraiment épuisant, et juste d'y penser, la flemme, voilà. Donc j'ai eu mon diplôme de maître nageur et j'ai plus jamais nagé après. Ce qui n'est pas forcément le conseil que je peux donner aux maîtres nageurs, hein. Mais voilà. Donc je vous parlerai un jour de mes différents jobs étudiants. Maître nageur, c'était plutôt stylé. Je vous en parlerai un jour. Promis, dites-moi si ça vous intéresse. Je vous ferai une anamnèse, une rubrique numéro 1 sur mes jobs étudiants. Ensuite, après la natation, vous voyez que j'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de sports différents. Il en reste encore 3. J'ai pas fait de la course à pied, c'est-à-dire que je n'avais pas plus le temps, en fait, en première année de santé. Je n'avais pas le temps de faire de sport en club. Donc j'ai fait le sport le plus simple possible, qui est la course à pied. Voilà, il y a juste besoin de prendre des chaussures et de sortir courir une demi-heure, 1 heure. Et voilà, tu as fait ta séance de sport de la journée. Et ça, vraiment, c'était quelque chose que j'adorais parce que ça ne demande que très peu d'investissement financier, et puis d'investissement de temps. Donc, puis c'est quelque chose de solitaire. Tu vois tes résultats en solitaire. C'est quelque chose que ouais, j'ai beaucoup apprécié. Donc j'avais des assez bons résultats. Je crois que je vous en ai parlé dans le premier podcast déjà. Mon record pour le 10 km,
c'est 43 minutes, il me semble. Donc c'est un score pas dégueu. Il y a des gens qui font beaucoup mieux, des gens qui font beaucoup moins bien, évidemment. La distance la plus longue que j'ai faite, c'est un semi-marathon pour le moment. Mais il faut absolument que je cours un marathon. C'est un goal pour moi. J'adorerais faire un marathon. Vraiment, c'est la distance ultime, quoi. Même les gens qui ne se rendent pas compte de l'effort que c'est savent que un marathon c'est dur. Voilà, ils savent que le marathon c'est dur. Mais malheureusement, il y a des fois où j'ai beaucoup trop couru. Il y a des semaines où je faisais 100 km de course à pied. C'est évidemment trop. C'est trop de. C'est trop. C'est un effort beaucoup trop conséquent pour les genoux, pour les articulations. Et j'ai fini par me blesser. J'ai fait de la périostite. J'ai fait comment ça s'appelle? Le fascia lata, là, je crois. Le TFL. Je crois que c'est un lien avec le syndrome de l'essuie-glace, mais je voudrais pas dire n'importe quoi. Mais ça s'appelle le TFL. Donc j'ai fait beaucoup de kiné, j'ai fait des mois et des mois de kiné pour m'en remettre. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux, mais j'évite de courir maintenant. Donc je me suis mis au vélo. Mais le vélo, c'est très sympa aussi, sauf que ça demande, à contrario de la course à pied, ça demande un investissement de temps, un investissement financier. Voilà, le vélo que j'ai coûte un peu cher. Mais à côté de ça, il y a tout le souci mécanique. Le vélo, quand il fait trop froid, quand il fait trop chaud, quand il y a trop de vent, quand il neige, quand il pleut, c'est compliqué de sortir. Alors que la course à pied, tu peux sortir quand tu veux, tu peux sortir le temps que tu veux. Là, quand tu fais pas, il faut sortir au moins 2 heures. Bref, il y a trop de facteurs dans le vélo qui font que, en général, j'ai un peu abandonné, je l'avoue, parce qu'il y a trop de facteurs qui rentrent en compte et qui font que j'ai un peu la flemme de me lancer là-dedans. Mais c'est une discipline que je respecte et que j'apprécie quand même. D'ailleurs, le Tour de France, ouais, je kiffe bien regarder parce qu'il y a des jolis paysages, il y a des exploits. Puis d'ailleurs, j'ai un copain qui faisait enfin, un copain, le mec qui était en PACES avec moi en première année. Et aujourd'hui, il fait le Tour de France et le Tour d'Italie. Enfin, il fait beaucoup de tours, le Dauphiné, etc. Et donc, je suis vraiment trop content pour lui. Et je le félicite pour ses exploits parce que vraiment, il est très chaud. Il s'appelle Monsieur Dorian Godon et je le félicite pour ses exploits. Ensuite, après la course à pied, c'était l'an passé, j'ai fait de la boxe française et ça, franchement, je crois que c'est le sport que j'ai préféré, le sport le plus complet que j'ai fait, le sport où j'ai le plus transpiré. Vraiment, c'était le sport le plus physique que j'ai pu faire. Vraiment, on faisait du renforcement musculaire, c'est cardio, tu affrontes tes peurs aussi, parce que quand t'as des poings qui t'arrivent dans la gueule, des pieds qui t'arrivent à 2 cm du visage, tu flippes un peu, parce que bah, le lendemain, tu vas te ramener au boulot avec des cocards, tu vas avoir mal pendant... Parce que les gens qui ne se sont jamais battus ne savent pas ce que ça fait de se prendre une droite dans la gueule. Et là, quand tu fais de la boxe, tu te rends compte un peu du danger que c'est. Qu'il faut pas faire trop le malin, il faut pas insulter les gens sans aucune raison, parce que tu peux avoir des retours de bâton en fait, et tu sais que ta vie dans ces moments ne tient plus à grand chose en fait. Donc quand tu insultes des gens après avoir fait de la boxe, tu sais dans quoi tu t'engages en fait. Parce que tu sais que tu vas avoir un coquard, ou tu sais que tu vas te prendre une énorme droite dans le menton, et qu'après tu auras du mal à serrer les dents pendant 2 semaines. Voilà, c'est ça aussi, faire de la boxe. Donc, non, vraiment, il n'y a aucun danger. Si tu ne te lances pas dans... Moi, à vrai dire, j'ai jamais fait de compétition, j'ai jamais pris des énormes droites dans la gueule. Donc, j'exagère quand je vous parle de ça, mais tu te rends compte quand même du danger que c'est que de se prendre des marrons. Et c'est bien normal. C'est quelque chose que je voulais en fait, affronter mes peurs un petit peu, savoir me battre, affronter mes peurs, c'est quelque chose dont j'avais envie. Donc j'étais vraiment trop content de faire ce sport et j'ai adoré. Malheureusement j'ai déménagé et donc j'ai dû partir un peu loin de mon club. Et j'ai pas retrouvé de club qui me donnait suffisamment envie pour y aller. Donc j'ai préféré faire un autre sport pour cette année. Un sport sans prise de tête, un sport individualiste, comme la course à pied. Je vais à la salle, tout simplement. Je me suis mis à la musculation, mais d'une façon plutôt sérieuse. En fait, je me suis installé un programme, une diète nutritionnelle
Et puis, ouais, j'y vais entre midi et 2 au boulot, et donc je trouve ça plutôt stylé. Ça fait 3 semaines que j'ai commencé, et sans vous mentir, j'ai perdu 4 kilos. Tout le monde me fait la remarque que je suis plus maigre. Donc écoutez, ça promet pour la suite. Mon objectif, je vais pas vous mentir, c'est Hercule. Hein, vous voyez les statues d'Hercule au Louvre? Voilà, bah c'est moi prochainement. Non, je sais pas. En vrai, j'ai pris des photos avant. On verra ce que ça donne pour le après, mais je vous partagerai ça le moment venu sur Instagram, je pense. Donc abonnez-vous à mon compte Instagram, je vous partagerai des photos de ma musculature magnifique, évidemment. La muscu, pour le moment, je kiffe. C'est plutôt stylé. Par contre, c'est très individualiste, quoi. T'es à la salle, tout le monde a ses AirPods, personne se parle. Des fois, tu demandes à un mec de venir t'aider pour porter en cas d'échec. Donc c'est très individualiste en général, mais bon, c'est pas très grave. Moi, je suis quelqu'un qui parle assez peu, donc ça me convient plutôt bien. Oui, parce qu'il faut pas se mentir, je parlais d'Hercule et compagnie. Tout le monde fait ce sport pour devenir beau gosse. Il n'y a pas de gens qui vont te dire ah non, non, moi je fais pas de muscu pour devenir beau gosse. Je fais vraiment de la muscu juste pour savoir combien de kilos je peux porter. Bah non, hein, ça n'existe pas les gens comme ça. Évidemment, tout le monde fait ce sport pour devenir beau gosse. Il y a pas, je sais- même si t'es déjà en couple, c'est pas un problème c'est pas une honte de vouloir devenir beau. Il y a jamais de limite à la beauté en fait. Moi, je prône la beauté dans tous les aspects du monde. Et d'ailleurs, ça rejoint un petit peu la rubrique tout à l'heure, la rubrique prophylaxie qu'on va faire. Ça, je vais vous donner un élan de beauté dans votre vie. Vous allez devenir de plus en plus beau avec moi, avec mes conseils de prophylaxie. Donc voilà, c'était mon aperçu de mes différents sports que j'ai pu pratiquer dans ma vie. Mais au-delà de ça, le sport, aujourd'hui, c'est devenu, contrairement à ce qui était attendu vis-à-vis du début de ma vie, où je n'aimais pas vraiment faire du sport, où je trouvais pas vraiment d'intérêt, tout ça, bah maintenant que j'ai 27 ans et que je grossis au moindre écart alimentaire, eh bien, à vrai dire, il y a un besoin de faire du sport. Il y a un besoin, et puis au-delà de ça, au-delà de l'aspect de l'IMC et du poids corporel, il y a aussi une sensation de bien-être, de dopamine, d'endorphine après la séance de sport qui fait un bien fou à la fois au moral, au mental, et puis voir les résultats sur son corps aussi, c'est un surcroît de dopamine, vraiment c'est un bonheur, et vraiment je dirais que c'est même un besoin pour moi aujourd'hui de faire du sport plusieurs fois dans la semaine. Donc là aujourd'hui je vais 3 fois à la salle par semaine, et c'est un besoin pour moi. Et je vous enjoins à avoir une discipline sportive dans votre vie, parce que les personnes sportives, ça se remarque en fait dans les caractères. Ça se voit la discipline, les gens qui ont de la discipline, ça se voit dans leur regard, dans leur manière d'être, dans leur façon de penser, dans leur organisation au quotidien, dans de nombreux aspects de la vie. Le sport va vous être bénéfique. Et puis même au-delà de ça, le sport c'est aussi quelque chose de social. Si vous vous inscrivez dans des associations, dans des clubs de sport, eh bien vous allez rencontrer des gens, vous allez peut-être même rencontrer votre âme sœur, je sais pas, je vous le souhaite. Mais je vous enjoins vraiment à faire du sport, que ça ne peut que vous être bénéfique. Donc vraiment, faites du sport, inculquez-vous cette discipline sportive, c'est primordial dans votre vie. C'est tout ce que je voulais dire sur cette rubrique numéro 2, l'anamnèse. N'hésitez pas à m'envoyer des sujets qui pourraient vous intéresser dans cette rubrique. Je vous ai parlé des métiers et des jobs étudiants que j'ai pu faire, mais on peut parler de plein de choses. Je ne sais pas, de mon métier de pharmacien, de mon expérience en industrie pharmaceutique, de mon expérience avec les profs dans le milieu universitaire, de ma scolarité, je sais pas. Envoyez-moi des sujets d'anamnèse, je me ferai un plaisir de vous parler de tout ce qui peut vous intéresser. C'est tout pour cette rubrique numéro 2, on va passer à la rubrique numéro 3, la rubrique sémiologie. La sémiologie, vous le savez, dans la consultation, c'est le moment où on va étudier les signes cliniques. Comment on va pouvoir diagnostiquer l'état de la maladie? C'est en fonction des signes cliniques du patient. Et dans ce podcast, les signes cliniques, c'est les sujets d'actualité que je me propose d'étudier, d'analyser avec vous. Et aujourd'hui, le sujet d'actualité, c'est le PLFSS.
Vous avez peut-être entendu parler de ça. Il est sorti du coup en septembre. C'est le projet de loi de financement pour la sécurité sociale. Donc ça arrive tous les ans. C'est le gouvernement qui fait ça. Et ça donne un petit peu les directives, l'orientation, le programme du gouvernement en matière de santé. Donc en l'occurrence, le PLFSS de cette année, il y a différents objectifs, et notamment un objectif, c'est faire des économies, parce que là, c'est un peu la merde. Je vous rappelle, le déficit de la sécurité sociale, 39 milliards d'euros en 2020, 25 en 2021, 20 en 2022. Ça, c'est beaucoup dû à la crise sanitaire, évidemment. Maintenant, il est estimé à 8 milliards d'euros, donc on a bien remonté. On pourrait peut-être penser que c'est une bonne nouvelle, mais non, pas vraiment, parce qu'en fait, les dépenses de la branche vieillesse, vous le savez, il y a de plus en plus de personnes âgées en France, devraient apparemment augmenter énormément, et on devrait retourner sur les 20 milliards de déficit de la Sécu dans quelques années. Tout ça pour payer les listes de médicaments de vos aînés. Donc n'oubliez pas de travailler les jeunes, hein, pour être taxés à 80% pour rembourser ce déficit de la sécurité sociale. Je rigole, non mais c'est alarmant en vrai comme situation. C'est alarmant, le gouvernement voudrait donc faire 3,5 milliards d'économies, notamment sur le prix des médicaments, en essayant de baisser le prix des médicaments, je suppose, en modifiant le ticket modérateur pour les consultations en soins dentaires. Et oui, et donc les frais de la branche vieillesse vont de plus en plus augmenter, et c'est bien normal puisque la part de personnes âgées en France ne cesse d'augmenter. Donc préparez-vous à rembourser ces déficits pour payer la liste des courses pharmaceutiques de vos aînés, mes chers concitoyens. Vous le savez tous, hein, ceux qui ont travaillé en officine, les personnes âgées qui sortent de la pharmacie avec des sacs de courses entiers de médicaments. J'ai toujours trouvé que c'était une catastrophe, une honte de prendre autant de médicaments, et je suis pas sûr que ça ait un grand intérêt au niveau de leur santé de leur faire avaler autant de médicaments. Comme on dit en pharmacie, la dose fait le poison, et vu la dose qu'ils prennent de médicaments, même si c'est plusieurs médicaments, je pense qu'on va à bientôt arriver au seuil de poison. Donc oui, c'est dramatique. Mais bon, je suppose qu'il y a des médecins qui sont mieux placés que moi pour réfléchir à tout ça, et qui savent ce qui est bien pour la santé de leurs patients. Bref, au-delà de ce déficit, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, qu'on abrège ONDAM, il augmente d'année en année. Donc il a fait plus 3,3% en 2019, plus 6,3% en 2020, ça c'est lié évidemment à la crise sanitaire, 5,4% en 2021, 3,8% en 2022 et 3% en 2023. Donc là, vous êtes en train de vous dire, ah mais ça va, l'ONDAM il est en train de diminuer parce qu'on est passé de 6% à 3%. Et bien pas du tout, parce qu'en fait, ce sont des pourcentages de taux de croissance par rapport à l'année précédente. C'est pas en fait, c'est une croissance, c'est qu'il y a 3% de plus par rapport à l'année précédente. Donc en fait, il n'y a jamais de baisse. Il n'y a jamais de baisse. Le budget attribué augmente. Voilà, donc c'est évidemment une catastrophe. Mais attention, autre mauvaise nouvelle, c'est que l'ONDAM, l'objectif national des dépenses de l'assurance maladie, est, comme son nom l'indique, un objectif. Donc c'est au moment du PLFSS, ils vont déterminer un objectif, ils vont dire, bon, mais il y a tant de milliards d'euros qui sont donnés à la sécurité sociale, à l'assurance maladie, pardon, et malheureusement, cet objectif, il est dépassé constamment. Donc, en 2019, par exemple, je vous ai annoncé que l'objectif l'ONDAM, il était de 3,3%. En réalité, on a fait plus 9,4%. En 2020, on avait calculé 6,3%, ça a été 8,7%. En 2021, 5,4%. Bon, là, on a été à plus 2,2%. Donc c'est moins que ce qui avait été annoncé comme objectif, mais c'est quand même une croissance, c'est ça qu'il faut vous rendre compte, c'est quand même plus de 2,2% par rapport à l'année précédente.
Donc il y a toujours de plus en plus de budget. C'est ça qui est dramatique. Il n'y a jamais de baisse, quoi. Donc on n'est pas près de... Après, au-delà de ça, si l'assurance maladie a un budget qui augmente, c'est-à-dire que les médicaments sont de mieux en mieux remboursés, ou alors c'est que les médicaments sont de plus en plus chers, ou alors c'est que il y a des remboursements qui sont mal organisés. Je sais pas, je vous laisse vous faire une idée. Moi, je pose des questions. Je suis là pour poser les constats. Je- Sinon, un autre objectif du PLFSS 2024, c'est au niveau du vaccin pour le papillomavirus. Il est disponible dès l'âge de 11 ans, désormais, garçons et filles confondus, il me semble. Sinon, le gouvernement a annoncé qu'il y aurait dorénavant une prise en charge intégrale et sans ordonnance des préservatifs pour les moins de 26 ans. Donc là, il n'y a plus d'excuses pour ne plus se protéger. Sinon, autre nouvelle, c'est la précarité menstruelle. Le gouvernement a aussi émis la volonté de rembourser les culottes et les coupes menstruelles pour les moins de 26 ans ou pour les CSS. Donc CSS, il me semble que ça veut dire la CMU. Hein. Moi, à l'époque, c'était CMU, mais maintenant, on doit dire CSS, j'imagine. Couverture, non, complémentaire santé solidaire. Donc voilà, c'est ça. Et il change de nom en permanence, ce truc. Avant c'était CMU, après c'était Puma, maintenant CSS. Bref, peu importe. Il y a aussi une autre nouvelle, c'est que les pharmaciens sont autorisés à dispenser sans ordonnance des antibiotiques pour les cystites simples. Donc c'est vrai que ça c'était toujours le bazar à mon époque quand j'étais en officine, parce qu'il y a des dames en fait qui venaient avec une suspicion de cystite, donc une infection urinaire, et tu n'avais rien à leur proposer à part du cranberry. Bon, ça peut peut-être soulager, mais ça ne guérit en rien. Donc il fallait qu'elles aillent chez le médecin se faire prescrire une gélule de phosphomycine, un comprimé de phosphomycine, et revenir à la pharmacie. Ça prenait un temps fou, alors que franchement, je viens de casser mon crayon, super. C'était sûr à 99% qu'elles avaient une cystite, donc on aurait pu leur donner directement le comprimé. Bref, moi je suis très content qu'il y ait maintenant cette dispensation sans ordonnance de la part des pharmaciens. Et ils peuvent aussi donner sans ordonnance des antibiotiques pour les angines après un test TROD. Donc TROD, c'est test rapide d'orientation diagnostique de mémoire. Donc c'est en fait un écouvillon qu'on met dans la gorge du patient pour voir si l'angine est bien bactérienne et non virale, comme ça arrive souvent. Et dans le cas où c'est viral, évidemment, il n'y a pas besoin d'antibiotiques. Et donc le pharmacien ferait un TROD et délivrerait l'antibiotique le cas échéant. Donc c'est aussi une bonne nouvelle. Après, à voir comment ça s'organise dans les officines, parce que moi je dis ça d'un point de vue extérieur, mais je ne me rends pas forcément compte de la logistique et du temps que ça peut prendre. Peut-être que les pharmaciens trouvent que c'est une mauvaise nouvelle, mais sûrement que les médecins, eux, seront contents, parce que ça leur libérera un peu de place dans leurs emplois du temps qui sont surchargés. Et enfin, le gouvernement a aussi insisté sur sa volonté de délivrer de plus en plus de médicaments à l'unité, et surtout en cas de rupture, en cas de pénurie de médicaments, même si ça reste encore pas obligatoire et donc facultatif dans les officines. Mais c'est quelque chose dont on a parlé, quelque chose que j'ai bien analysé dans mon premier podcast, dans le premier épisode. Donc je vous renvoie à la rubrique numéro 3, sémiologie du premier épisode, pour comprendre mon point de vue sur la délivrance de médicaments à l'unité. C'est pas nécessairement il y a beaucoup de belles promesses, mais c'est pas nécessairement une très bonne idée. Je vous renvoie à ce premier épisode pour en savoir plus. Et enfin, dernier point de ce PLFSS, c'est l'organisation et le financement des établissements de santé qui va être un petit peu réformé. Alors jusqu'alors, on avait la tarification à l'activité, c'est la T2A, c'est-à-dire que à l'hôpital, par exemple, ils mettaient scanner ou alors point de suture ou je ne sais pas quoi, et ils avaient une rémunération du ministère ou de je ne sais quelle autorité en fonction de l'activité, du soin qu'ils avaient fait, ils avaient une rémunération. Le problème, c'est qu'il y a eu quelques abus, c'est qu'il y a eu des gens qui prescrivaient des actes qu'ils n'ont pas réellement fait pour avoir plus d'argent en fait dans l'hôpital, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, donc forcément ils trichaient un petit peu pour essayer d'avoir plus d'argent.
Donc il y a beaucoup de gens qui se plaignaient de ce système parce qu'il y avait de plus en plus d'actes non réalisés qui étaient cotés. Donc c'était un petit peu dégueulasse pour tout le monde, quoi. C'était pas le système parfait. Et donc le gouvernement a annoncé une réforme de ce système en proposant un financement mixte, en gardant encore la T2A, la tarification à l'activité pour les activités standards, et qu'il y aurait des dotations, donc c'est-à-dire des dons, un budget par hôpital qui serait fixé en fonction des résultats de santé publique. Donc là, ça serait plus à l'activité, mais carrément en fonction des résultats de l'hôpital. Ma crainte, moi, comme ça, d'un point de vue extérieur et très rapidement, c'est que j'ai l'impression que le gouvernement va donner des objectifs en santé publique et qu'il va récompenser les bons élèves, et que les mauvais élèves qui ne souhaiteront pas ou par manque de temps ne pourront pas suivre les prescriptions du gouvernement, eh bien ne recevront pas ou peu de dotations du gouvernement, ce qui pourrait... c'est la chasse aux mauvais élèves, quoi. Et moi, en tant que mauvais élève, vu que je suis un mauvais élève, eh ben, je suis opposé à la chasse aux mauvais élèves. Mais bon, bref, j'espère que vous comprenez mon point de vue. C'est défendable, je sais pas, à voir, on verra. Écoutez, c'est pas plus mal que la T2A soit de moins en moins prise en compte. On verra ce que ça donne. Écoutez, moi je suis pas contre dans l'idée, mais on verra. Voilà, c'est tout pour cette rubrique numéro 3. Je voulais revenir un petit peu sur le programme santé pour la future année 2024. On va voir ce que ça donne. Écoutez, plein de belles choses à voir. On verra les résultats. Et maintenant, on va passer à la rubrique numéro 4, la rubrique confraternité. Rubrique numéro 4, confraternité. Et oui, vous le savez, la confraternité, demander l'avis à ses confrères, c'est vraiment très important dans le métier. Donc on va faire déjà un petit retour sur la confraternité de l'épisode numéro 1, où je vous avais demandé, pensez-vous que la délivrance à l'unité soit une bonne idée ? Donc là, pour cette confraternité, j'ai eu un retour de Lucie, qui est très certainement une consoeur d'officine, que je salue et que j'embrasse, et que je remercie par ailleurs pour son message qui a été d'une grande aide pour moi. Parce que puisque je ne suis plus à l'officine depuis des années, puisque je ne travaille plus là-bas et que je ne connais pas grand monde en fait qui est pharmacien en officine, eh bien je ne me rends pas forcément compte du bazar que ça peut être de mettre en œuvre ce système de délivrance à l'unité. J'en avais fait un petit peu part dans mon premier épisode où je mettais mes craintes sur ce système, sur cette nouvelle réforme de médicaments à l'unité. Allez voir ce premier épisode si ça vous intéresse. Il y a tous les timecodes, il y a des chapitrages pour accéder directement à la rubrique en question. Allez voir mon analyse sur la réforme du médicament à l'unité. Et maintenant, je vous partage l'avis de Lucie qui m'a beaucoup plu. Dans l'officine où je travaille, en tant qu'étudiante, nous ne faisons pas du tout de dispensation à l'unité. Il y a déjà des problèmes d'effectifs et de personnel dans les officines. Oui, effectivement, c'est que l'officine traverse de grandes pénuries de pharmaciens et de préparateurs depuis déjà plusieurs années. Donc effectivement, je comprends que s'il y a déjà un problème personnel, il y a un problème de manque de temps pour réaliser cette délivrance à l'unité. Je continue la lecture. On trouve difficilement le temps de tout faire et l'attente pour les patients est parfois très longue, surtout quand on passe la moitié du temps à devoir appeler les médecins pour changer l'antibio en rupture. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi ce problème-là en ce moment, c'est les ruptures, les pénuries de médicaments. Ça doit être vraiment très compliqué de travailler entre les pénuries et les patients qui ne comprennent pas forcément la situation, ils ont l'impression qu'on fait notre travail à moitié. Je compatis parce que je pense que c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte vraiment de l'intérêt du pharmacien dans le système de santé. Donc bravo à tous les pharmaciens qui traversent ces périodes un petit peu compliquées. Je continue la lecture du post de Lucie qui m'a mis « Rajouter des tâches aussi chronophages sans aucune rémunération supplémentaire ». Attends, tu rigoles Lucie ou quoi ? Le gouvernement prévoyait 1 euro. 1 euro quand même, c'est un bon salaire, non ? C'est une bonne rémunération. Rajouter des tâches aussi chronophages sans aucune rémunération supplémentaire me paraît complètement illusoire pour le moment. Mais pour les raisons écologiques et économiques évoquées, l'idée en elle-même est très bien et je suis plutôt favorable.
Surtout quand on voit les poches de médicaments qu'on jette, et oui, effectivement, il y a un organisme qui récupère les médicaments que les patients ramènent à la pharmacie, et en général, ils en ramènent énormément. Vraiment, il doit y avoir, enfin, ça dépend de la taille de l'officine, mais moi, il y avait une benne qui partait toutes les 2 semaines peut-être, et c'est une benne conséquente quand même. Bref. Et encore, c'est les médicaments que les patients ramènent à la pharmacie. C'est qu'il y en a encore beaucoup plus qui sont jetés à la poubelle chez eux ou dans les toilettes ou je ne sais quoi. Donc effectivement, ça est dramatique. Mais Lucie a bien a- m'a indiqué du coup un avis de l'intérieur de l'officine, parce que moi je n'ai qu'un avis de l'extérieur. Mais effectivement, je pensais un petit peu comme elle, mais j'en ai la confirmation maintenant. Allez voir mon épisode numéro 1 pour comprendre la totalité de mon avis. Mais effectivement, je partage le même que Lucie. Je pense que c'est très compliqué à mettre en œuvre parce que le pharmacien, au-delà de la dispensation à l'unité, c'est-à-dire découper les médicaments, etc., il va devoir prendre les médicaments, les mettre dans euh, un autre pot, en fait, un contenant en plastique par exemple, et donc ça va par exemple interroger l'intérêt écologique. Si on enlève les médicaments d'un emballage en carton pour les mettre dans un emballage en plastique, c'est pas terrible au niveau écologique. Et puis au-delà de ça, ça veut dire que le pharmacien va devoir imprimer des étiquettes pour que le nom du médicament figure sur ce nouvel emballage. Il va devoir aussi imprimer de nouvelles notices pour que chaque patient soit informé des effets indésirables et de la posologie des médicaments. Bref, c'est tout un bazar, des centaines d'heures qui sont de travail en plus pour les pharmaciens. C'est inapplicable effectivement dans le monde de l'officine du moment. Alors en tout cas, n'hésitez pas à faire comme Lucie et à partager votre avis sur le prochain post de Confraternité sur Instagram. Et je précise bien en post, en commentaire de la publication et pas en message privé, parce que j'ai eu des messages privés de personnes qui me partageaient leur point de vue sur la situation du médicament à l'unité, mais c'est compliqué pour moi de... Enfin, il faut que je pense... Vous imaginez que quand j'aurai plus de succès, que j'aurai des centaines de commentaires, s'il faut que je pense à aller à la fois sur ma messagerie privée, sur les commentaires, sur à droite, à gauche, il y a des gens qui vont se tromper de poste pour commenter. Bref, je préfère que tous les avis soient absolument centralisés sur le post en question, c'est-à-dire le post qui s'appelle Confraternité, où il y a donc la question posée et vous répondez directement dans les commentaires de ce post-là. Et je vous remercie par avance. Donc la question de la semaine, c'est la suivante, c'est en fonction de ce qu'on a vu juste avant, avec le PLFSS. La question est la suivante. C'est un peu compliqué à synthétiser en une seule question, donc il y a plusieurs questions à la suite. Compte tenu du déficit croissant à venir de la sécurité sociale, pensez-vous qu'on va aller de plus en plus vers une privatisation de la santé, comme on peut le voir par exemple aux États-Unis, où tout sera géré directement par des organismes privés comme des mutuelles? Et que pensez-vous d'une telle organisation? Êtes-vous finalement très attaché au système de soins par répartition avec la solidarité nationale? Donc voilà, moi je pose la question, je ne donne pas mon avis tout de suite, je vous pose la question et vous me dites ce que vous en pensez directement dans l'espace commentaire de la publication à venir. Et on passe tout de suite à la rubrique numéro 5, le premier diagnostic, puisque la semaine dernière on l'a pas fait, c'était la rubrique qu'on n'a pas fait par manque de temps malheureusement. Et donc la rubrique numéro 5, le diagnostic, c'est la rubrique où on va analyser quelque chose, qu'on va rentrer dans la profondeur d'une histoire, l'histoire d'un médicament, l'histoire d'un laboratoire, ou alors je vais vous partager l'histoire d'une figure historique à laquelle je tiens particulièrement. Par exemple, je pense directement à Marie Curie, à Pierre Fabre, je vous ai parlé aussi sur ma chaîne YouTube de Parmentier, de vraiment plein de grandes figures de la pharmacie et de la science que je pourrais vous partager dans cette rubrique numéro 5, le diagnostic. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un médicament que vous connaissez tous, c'est le médicament le plus connu, le plus prescrit, c'est le paracétamol. Le paracétamol que vous pouvez connaître sous les noms de marques, comme par exemple Dafalgan, qui est produit par UPSA, le Doliprane, qui est produit par Sanofi, l'Efferalgan, qui est produit par UPSA, à nouveau, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est le médicament qui est le plus prescrit, en France en tout cas,
et qui est connu par tout le monde, vraiment Doliprane, si vous dites Doliprane, tout le monde connaît. Il est très connu par tout le monde, sauf par qui? Par une catégorie de personnes, il n'est pas connu des pharmaciens. Les pharmaciens ne connaissent pas ce médicament et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Comment ce médicament a-t-il été découvert? Est-ce qu'il soigne toutes les douleurs? Est-ce qu'on peut en prendre pendant la gueule de bois? Je vous vois venir, c'est exactement les questions que vous vous posez. Je vais vous dire tout ça. Alors le paracétamol, c'est quoi? À la base, le paracétamol, c'est le para-acétylaminophénol. Donc paracétamol, on a pris les initiales, on a fait une contraction du mot, mais à la base, c'est le para-acétylaminophénol. C'est un antalgique, donc un antalgique, c'est quelque chose qui soigne la douleur, du mot algie en latin ou en grec, je ne sais plus, qui veut dire douleur, et antipyrétique, c'est-à-dire qui soigne la fièvre, et pyros, je pense que ça veut dire le feu, donc antipyros, anti le feu, antipyrétique, donc anti la fièvre. Comment a-t-il été découvert ce médicament, le paracétamol, un des plus connus? Eh ben, il a été découvert, comme dans toutes les belles histoires, par le hasard, par ce qu'on appelle en science la sérendipité. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait exprès de le découvrir en fait. C'est vraiment une belle histoire. Donc comment ça s'est passé? Ça s'est pas passé non plus par le hasard en mélangeant 2-3 trucs et il y a du paracétamol qui est ressorti. Non, c'était pas exactement ça. On remonte en 1878 avec monsieur Harmon Northrop Morse, pardon pour l'accent, qui est un chimiste américain et qui découvre un cousin du paracétamol, c'est le acétylaminophénol. Mais en vérité, ce médicament était sans grand intérêt. C'était un antalgique, mais sans grand intérêt, puisqu'à l'époque, il y avait déjà l'aspirine, et tout le monde prenait de l'aspirine, en fait. Il n'y avait pas besoin d'avoir deux médicaments qui avaient à peu près les mêmes effets, quoi. Mais malheureusement, de plus en plus, on s'est rendu compte que l'aspirine, il y avait plein d'effets indésirables, que ça faisait des maux d'estomac, qu'il fallait faire attention en fonction de la circulation sanguine, etc. Donc, il y a l'autre médicament qui était beaucoup plus sur l'utilisation, donc de plus en plus, on va se méfier de l'aspirine. Et donc, en 1886, il y a deux étudiants en médecine de Strasbourg qui travaillent sur le naphthalène, donc quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ça, et qui se retrouvent à court de produits. Donc, ils font putain mince, on n'a plus de produits, on ne peut plus travailler, et ben on va aller chez le pharmacien pour reprendre un peu de produits et pour pouvoir travailler à nouveau. Et malheureusement, ce pharmacien, aïe aïe aïe, il se trompe et il ne leur fournit pas du tout du naphthalène, il leur fournit de l'acétanilide. Donc rien à voir. Et les étudiants, ils commencent à travailler normal, en pensant que c'est du naphthalène, et ils découvrent, c'est bizarre, le naphthalène là, il a des effets antipyrétiques. Et c'est bizarre. Ah, mais c'est peut-être parce que c'est pas du tout du naphthalène et que en fait c'est de l'acétanilide. Donc c'est là qu'on découvre l'effet antipyrétique de l'acétanilide. Et là, normalement, la question que vous allez vous poser, c'est « D'accord, mais c'est quoi le rapport entre l'acétanilide et le paracétamol, connard ?» Ouais, vraiment, c'est cette façon que je me pense que vous me parlez dans votre tête. En fait, vu que le hasard fait bien les choses, eh bien, il y a un des deux étudiants de médecine de Strasbourg, là dont je vous parlais, il s'appelle Paul Hepp, et il a un frère qui travaille dans une fabrique d'acétanilide. Le hasard fait quand même bien les choses, je trouve. Et donc, son frère, il lui dit, écoute, moi je connais assez bien le process pour fabriquer de l'acétanilide, toi t'as découvert que ça permet de soigner la fièvre, viens, on se lance dans la production d'un médicament à base d'acétanilide, et il se lance, et le médicament en l'occurrence s'appellera l'antifébrine, qui sera en concurrence rude avec l'aspirine, puisqu'il y aura de plus en plus d'effets indésirables. Antifébrine, le nom vient de fébrine, la fièvre, évidemment, antifièvre, voilà. Et du coup, 50 ans après, plus de 50 ans après, en 1948, on découvre que l'antifébrine, il est dégradé en une substance un peu bizarre dans le corps et qui à elle seule est responsable de l'activité antalgique. C'est-à-dire que l'antifébrine, il se découpe en plusieurs morceaux une fois qu'il est digéré, mais en fait tous les autres morceaux ne servent à rien, il y a juste une partie qui sert à quelque chose et qui a toute l'activité antalgique et qui s'appelle le N-acétyl-para-aminophénol. Et donc là, vous retrouvez le nom du paracétamol qui est du coup à lui seul actif
comparé à l'antifébrine, qui à lui seul est actif, et en plus il est moins toxique. Donc c'est là qu'on va lancer plein de médicaments à base de paracétamol. Par exemple, en 1950, il y a le lancement d'un médicament qui s'appelle le triagésique. En 57, l'algotropine. Et en 64, le fameux doliprane. Et donc pourquoi au début de cette rubrique, je vous disais que ce médicament est absolument inconnu par les pharmaciens? C'est quand même bizarre, si tout le monde connaît, les pharmaciens, ils le connaissent aussi. Eh bah oui, ils connaissent évidemment le médicament, mais ils ne connaissent pas le mécanisme d'action. Et c'est ça que je trouve vraiment dingue avec ce médicament, c'est que ça fait, je sais pas combien, ça fait bientôt 150 ans qu'on en parle, et on ne sait toujours pas comment il fonctionne. Ça fait 150 ans qu'on en parle, qu'on en prend, non pas qu'on en prend, ça fait, allez, ça fait 70 ans qu'on en prend, et que tout le monde connaît ce médicament de nom, mais personne ne sait comment il fonctionne. Donc pour expliquer ce mécanisme d'action, il y a deux théories principales. Il y en a une première, en fait on dit que le paracétamol inhiberait la production de prostaglandine en inhibant les COX comme le feraient un petit peu les anti-inflammatoires. Ou alors, deuxième théorie, le paracétamol potentialiserait le système sérotoninergique, ce qui permettrait de diminuer là aussi les douleurs. Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse, je n'ai pas la solution. J'aurais bien aimé, parce que ça m'aurait valu un prix Nobel, j'imagine, mais je n'ai pas la solution. Au niveau de la métabolisation, c'est-à-dire comment le paracétamol est digéré quand il est dans votre corps, il est digéré au niveau du foie. C'est pour ça que souvent on dit que le paracétamol détruit le foie. Si on en prend trop, c'est parce que tout le paracétamol passe au niveau du foie. Et c'est parce qu'il passe au niveau du foie qu'il ne faut absolument pas le prendre en même temps que de l'éthanol. L'éthanol qui est de l'alcool. Donc, je réponds à votre question, est-ce qu'on peut en prendre pendant la gueule de bois ? Vous pouvez, mais malheureusement, ça va prolonger votre gueule de bois. En fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans le foie, ça va être un peu les chaises musicales. C'est-à-dire que dans votre foie, vous avez plein d'éthanol parce que vous avez bien bu la veille. Et donc là, vous allez prendre un comprimé de dafalgan ou de doliprane. Et le paracétamol, il va arriver au niveau du foie et il va dire pousse-toi l'éthanol, c'est à moi, c'est mon tour. Le paracétamol, il s'impose. Quand il arrive au niveau du foie, il s'impose, il dit à l'éthanol de dégager et il laisse sa place, l'éthanol. Et donc, le problème, c'est que quand l'éthanol il laisse sa place, du coup, ça va ralentir son élimination et donc ça va prolonger votre gueule de bois puisque le foie, il sera occupé à éliminer le paracétamol plutôt que l'éthanol, l'éthanol va rester plus longtemps qu'à la normale dans le corps, et donc vous aurez une gueule de bois plus longue, et c'est bien normal, bande de petits ivrognes. Sinon, au niveau des indications, est-ce que le paracétamol soigne toutes les douleurs? Je vous réponds rapidement, non, il ne traite pas toutes les douleurs, déjà parce qu'il y a des douleurs qui sont très très importante, je pense, je sais pas, j'ai pas d'exemple vraiment de douleurs très importantes, mais il faut savoir que le paracétamol c'est ce qu'on appelle un antalgique de palier 1, et il y a 3 paliers, donc par exemple le palier 2 ça va être un antalgique plus fort qu'on appelle le tramadol, et le palier 3 c'est par exemple tout ce qui est les morphiniques, donc je sais pas, la morphine, le fentanyl, enfin je parle vraiment d'antalgiques très très puissants, avec lesquels il ne faut pas du tout jouer. Donc ça ne soigne pas toutes les douleurs parce que quand on a une douleur trop importante, il faut passer à des antalgiques de palier supérieur, donc palier 2, et puis si le palier 2 ne suffit pas, carrément le palier 3. Et à côté de ça, parfois le palier numéro 3 ne suffit même plus parce que les douleurs ne se soignent pas de cette façon, je pense notamment aux douleurs neuropathiques, qu'on ne traite pas de cette façon parce que on va passer par d'autres schémas de la douleur et donc on va prendre plus des médicaments, par exemple les médicaments de l'épilepsie qui peuvent parfois apaiser certaines douleurs neuropathiques, mais c'est assez mal compris parfois. Parfois, la douleur est encore quelque chose d'assez méconnu en fait. C'est pour ça qu'on a autant de mal à expliquer comment le paracétamol fonctionne. C'est que les schémas de la douleur, les mécanismes nerveux qui donnent de la douleur au cerveau, on a encore beaucoup de mal à les expliquer. C'est pour ça que les médicaments pour la douleur, il y en a assez peu parce qu'on comprend assez mal comment ça fonctionne.
Au niveau du paracétamol, on fait très très attention aux doses toxiques, bien que ce soit un médicament très connu, ça n'en est pas moins un médicament dangereux. C'est un médicament qui a beaucoup d'effets indésirables, notamment pour le foie. Et en fait, quand le paracétamol va être métabolisé au niveau du foie, c'est-à-dire digéré par le foie, eh ben, il va être décomposé en petits morceaux qui, eux, peuvent être toxiques pour le foie. Et donc, si on prend trop de paracétamol, c'est ce on va détruire le foie petit à petit, c'est ce qu'on appelle une hépatite. Et donc, on fait très attention aux doses, on respecte les doses recommandées. Donc, c'est 3 ou 4 grammes par jour maximum, en fonction de votre état de santé. Et évidemment, c'est 3 ou 4 grammes en espaçant les prises. Ce n'est pas 3 ou 4 grammes d'un coup. Restez quand même intelligent dans votre prise de médicaments. Tous les médicaments sont dangereux à prendre. Tous les médicaments ont des effets indésirables. Ne vous amusez pas du tout avec les médicaments. C'est tout pour cette rubrique numéro 4, la première rubrique de diagnostic. J'espère vraiment que ça vous a plu. Proposez-moi aussi des sujets qui pourraient vous intéresser pour d'autres diagnostics. Ce sera un plaisir pour moi de vous faire des petites chroniques comme ça d'histoire. Ça me fait très très plaisir. Et on passe tout de suite à la rubrique numéro 6. La rubrique numéro 6, c'est la rubrique prophylaxie. C'est la rubrique dans laquelle je vais vous donner des conseils. Des conseils soit de santé, des conseils de lifestyle, des conseils en tout genre pour améliorer votre vie, tout simplement. Je ne fais pas dans la modestie, je vais améliorer votre vie avec ce podcast. Et aujourd'hui, je vous l'ai dit en début de podcast, le sujet du jour, c'est l'habit fait le moine. Et je veux vous prévenir du coup, vous donner des petits conseils de prévention pour que vous apportiez une rigueur toute particulière à votre esthétique, parce que y a quelque chose dans le monde qui s'appelle le beauty privilege et qui attribue vraiment des privilèges aux personnes belles, comparé évidemment aux personnes qui seraient dotées d'attributs moins esthétiques. Le beauty privilège, vraiment, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est absolument énorme, les différences entre les personnes belles et les personnes moins belles. Je vous lis par exemple la page Wikipédia, j'ai pas fait de recherche très approfondie, mais c'est énorme. Selon une étude, les personnes considérées comme attirantes sont payées 10 à 15% de plus qu'une personne d'une beauté moyenne. Il est possible que les personnes considérées comme laides soient moins heureuses que les personnes qui ne le sont pas. Les peines de prison pour les personnes considérées comme laides sont en moyenne 20% plus lourdes que chez le reste de la population. Les personnes considérées attrayantes sont perçues comme plus intelligentes. Les personnes considérées comme attrayantes sont perçues comme plus dignes de confiance. Donc vous voyez, il y a un package global d'attirance vis-à-vis des personnes qui sont considérées comme belles. Il y a aussi un truc qui dit que quand on est beau, ça aide au niveau des élections. Je ne sais pas si vous avez envie de devenir, d'avoir un avenir dans la politique, eh bien vous avez intérêt à être beau gosse et à vous faire une affiche électorale de beau gosse, parce que visiblement ça joue. Peut-être que ça vous fera écho à quelqu'un qui a été élu, si vous voyez à qui je peux faire référence, quelqu'un qui est assez beau gosse et qui est dans la politique. Bref. Donc, ce que je peux vous dire, c'est mettez toutes les chances de votre côté pour être mieux payé, pour avoir plus de succès, pour je sais pas quoi. Bref, alors dans cette rubrique, je vais vous donner quelques petits tips, bien que je n'ai pas la prétention de croire que je suis le plus beau de la Terre ou je ne sais quoi, mais non, je veux que les pharmaciens et les personnes qui m'écoutent soient des beaux gosses. Voilà, c'est mon souhait. Je veux qu'on ait une team de beaux gosses, de personnes bien habillées, de personnes apprêtées, de personnes... on ne sait même pas comment les critiquer. En fait, quand on veut parler de vous en mal, on ne sait même pas quoi dire. En fait, c'est ça que je veux. C'est qu'on soit les sans reproches. C'est la team des sans reproches ici. Je vous avais pas prévenu, mais c'est le podcast du sans reproche. Bienvenue, vous n'avez plus le choix d'être beau gosse. Malheureusement, vous êtes tombé dans le piège. Vous avez écouté ce podcast. Vous ne pouvez plus reculer. Vous êtes obligé de vous apprêter à partir d'aujourd'hui. Ah là là, mince alors. La tuile. Bref, allez, c'est parti, on commence la rubrique. Alors pour moi, évidemment, l'habit fait le moine. Parce que l'habit, c'est tout simplement, et ça ne vous aura pas échappé évidemment, c'est la première chose qu'on voit de vous. C'est ce qui vous précède, c'est tout ce qu'on voit
avant de connaître le reste. Avant même de connaître le timbre de votre voix, votre qualité d'éloquence, c'est vraiment ce qu'on voit. C'est votre taille, votre silhouette, la qualité de vos vêtements, votre coiffure, la taille de votre barbe. C'est des choses qui en disent vraiment très très long pour vous et bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Il y a même une intelligence artificielle qui a été développée et qui peut prédire avec 72% de précision. C'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a 3 personnes sur 4 sur lesquelles elle ne se trompe pas. Elle peut prédire l'orientation politique et sexuelle. C'est quand même impressionnant. Je ne sais pas combien il y a de parties et elle va pouvoir... Enfin bref, c'est impressionnant. Et ça, le beauty privilège, la façon de s'habiller, etc., les femmes l'ont très bien compris. À savoir le maquillage, les coiffures, les différents rendez-vous en institut, de manucure ou de, comment on dit, les salons de beauté, pour l'épilation, je ne sais pas comment ça s'appelle, bref. Bref, c'est quelque chose dont les femmes font beaucoup plus attention que nous. L'enveloppe corporelle, c'est-à-dire l'image que vous renvoyez aux autres, c'est le point déterminant du marché. Parce que que vous le vouliez ou non, on est sur un marché en permanence. Que ce soit un marché de l'emploi, le marché de la négociation commerciale. Si vous êtes un commercial beau gosse, vous avez certainement plus de chances d'avoir des contrats que quelqu'un qui est moins beau gosse. Le marché sexuel, évidemment, pour fonder une famille, pour avoir du succès auprès des femmes ou des hommes, etc. Donc, tout est marché et évidemment votre enveloppe corporelle, votre corps, la façon de vous tenir, votre politesse, votre élégance, votre façon de parler, tout ça sont des points cruciaux sur lesquels je voulais absolument que vous travailliez. J'ai listé ici 3 conseils, mais vraiment c'est du banal de chez banal. Mais c'est absolument crucial parce que tout simplement je vois trop de personnes de mon âge et parfois des plus vieux qui se trimballent dans la rue avec des vêtements que je ne mettrais même pas en pyjama, comme par exemple, je sais pas, des t-shirts de la Z-Event là. Respectez-vous, au bout d'un moment, merde. Bref, alors le conseil numéro 1, c'est un conseil vraiment très très novateur, c'est le fait de vous laver quotidiennement. Non mais franchement, c'est pas une blague, parce que il n'y a pas tout le monde qui le fait. Et le fait d'avoir la peau et les cheveux propres, le fait qu'on n'ait aucune appréhension à vous serrer la main ou à vous faire la bise parce que vous avez le visage et la main propres, et ben c'est quelque chose déjà, c'est primordial, c'est la base de la base, mais il n'y a pas suffisamment de monde qui le fait encore. Il y a des gens, quand je leur serre la main, si vous voulez, ou alors leur visage, ils ont un taux de lipides sur le visage qui ferait rougir un pot de Nutella. Donc il y a un problème, au bout d'un moment, si ta main elle est moite et que j'ai l'impression de serrer la main à une truite, il y a un problème, si tu veux. Donc je t'enjoins à te laver plus régulièrement parce que franchement pour le moment tu me dégoûtes. Non mais franchement, vous allez dire que je suis méchant, mais franchement, comment voulez-vous que je ne le sois pas? C'est plus ça la question. Qui réfléchit à l'endroit entre eux et moi? C'est plus moi qui suis dans la raison plutôt qu'eux. Je suis désolé, mais j'ai besoin d'être méchant. Au bout d'un moment, je ne peux pas faire autrement. Réveillez-vous. J'espère qu'il n'y a personne de mes abonnés qui est comme ça. Si quelqu'un vient dire « Ah, salut Louzri, ça va ?» dans la rue, et que tu arrives avec un t-shirt Z-Event, des cheveux que tu aurais trempés dans la friteuse, si tu veux, abstiens-toi. Ne viens pas me dire bonjour. Enfin, je te serrerai la main, évidemment, par politesse, mais je garderai pas un très bon souvenir de toi, tu vois. Bref, je veux qu'on soit les sans reproches, je l'ai dit. Je veux qu'on ait une communauté de beaux gosses. Conseil numéro 2, ajustez votre coupe de cheveux. Parce que la coupe de cheveux, c'est évidemment source de nombreux stéréotypes, et c'est quelque chose qui en dit énormément sur vous. Énormément sur vous. Vous savez très bien que si vous avez les cheveux longs, ça on dit évidemment sur vous, sur votre style musical, on va se dire « Ah bah ce mec il écoute évidemment du hard rock » ou alors « Ah ce mec est un passionné d'informatique » ce mec aime beaucoup jouer à League of Legends. Évidemment, si vous avez une boule à zéro, forcément vous aurez plus de chances d'être militaire que d'être chargé de communication dans les Big Four. Évidemment, et vous le savez très bien. Si vous avez les cheveux longs, à nouveau, pas coiffés et à tendance un petit peu lipidique,
évidemment que vous travaillez dans un bar à jeux de société. C'est une évidence. Ce sont évidemment des clichés. Et là, vous allez me sortir la seule personne qui a les cheveux longs et qui travaille dans la com. Ça arrive évidemment, mais comme on dit, les clichés, il n'y a, y a pas de fumée sans feu, hein. En général, les clichés, ça permet de gagner du temps. Si on se dit que les personnes qui ont les cheveux longs écoutent plus souvent du rock que les autres, eh ben c'est que évidemment c'est une généralité, mais c'est comme ça que c'est comme ça que l'homme a gagné du temps. Et grâce aux clichés, l'homme il a arrêté de toucher les braises qui sortaient du feu. Voilà, parce que en fait le feu ça brûlait, les braises elles étaient trop chaudes, donc au bout d'un moment il s'est dit putain mais faut que j'arrête de toucher les braises parce qu'elles sont chaudes. Donc peut-être qu'il y a des braises qui sont froides, mais par mesure de précaution, on préfère ne pas toucher les braises. Voilà. Aïe aïe aïe. Je dis n'importe quoi parfois, mais je suis sûr que vous comprenez ce que je veux dire. C'est pour ça aussi que l'homme a par exemple arrêté de manger des galettes de terre, ou qu'il a arrêté de manger des fruits qui commençaient à être marrons, parce qu'ils commençaient à être pourris. Alors tous les fruits marrons ne sont pas pourris, comme par exemple les prunes. Ah ah ah, vous l'avez pas vu venir celle-là. Mais voilà. Donc les clichés, ça permet de gagner du temps. Alors ne m'attribuez pas non plus des propos, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ne partez pas non plus dans des clichés abusés et exagérés, parce que ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Troisième conseil, l'habit fait le moine, et là j'en viens au cœur de mon message. Oui, effectivement, les vêtements sont un message. C'est d'abord un message vers soi, parce qu'on s'habille d'abord pour soi, on se fait plaisir en s'achetant un joli tissu ou une marque qui nous fait plaisir, mais c'est aussi un message vers les autres. On s'habille également pour les autres. On montre l'estime qu'on a pour quelqu'un en s'habillant d'une certaine façon. Par exemple, vous allez vous habiller d'une certaine façon pour aller en cours. Vous allez vous habiller d'une certaine façon pour aller à un date avec un garçon ou une fille. Il y a des codes implicites comme ça, des codes implicites d'habillage pour aller à certains événements. Par exemple, pour un mariage, on va s'habiller d'une certaine façon, pour des funérailles d'une autre façon, pour un entretien d'embauche. Bref, et du coup, si vous croisez quelqu'un dans la rue, vous pouvez assez facilement déterminer si il va au travail ou s'il va au sport, s'il va à une soirée déguisée, s'il va je sais pas où. Évidemment, faut pas que le mec ait un boulot hors du commun. Par exemple, s'il est clown ou s'il est prêtre, effectivement, on peut envisager qu'il va à une soirée déguisée, mais en fait, il va au travail. Bon, dans ces cas-là, c'est un peu plus compliqué, effectivement. Donc, l'habit, évidemment, c'est un message et c'est surtout un respect envers les autres. Quand on s'habille d'une certaine façon pour aller à un entretien d'embauche, on n'y va généralement pas en t-shirt parce que c'est pour marquer de la reconnaissance, une marque d'élégance envers son futur employeur, un respect mutuel. Et moi, je regrette qu'aujourd'hui, il y ait une paresse de l'habit. Il y a une paresse, il y a trop de confort en fait. Donc effectivement, évidemment, c'est beaucoup plus agréable de s'habiller en jogging, de porter un hoodie, de mettre des baskets plutôt que des talons qui font mal aux pieds, de mettre une cravate qui serre la gorge, de porter une chemise ou un tailleur qui est trop ajusté. Effectivement, ce n'est pas agréable, mais c'est parce que peut-être ce n'est pas à votre taille aussi. Je vous enjoins à acheter des trucs de qualité plutôt que de la mauvaise qualité. Je vous enjoins surtout à moins consommer, à faire moins de fashion, mais à acheter de la meilleure qualité. Au lieu d'acheter 3 t-shirts fabriqués en Chine de moindre qualité, je vous enjoins à acheter de la meilleure qualité, mais en moins grande quantité. C'est un très bon conseil qui vous permettra d'avoir de la très bonne qualité de vêtements. Donc effectivement, il y a une paresse de l'habit, comme je le disais, que je regrette. Et d'ailleurs, ce qui m'embête, moi, c'est que les rares fois où je fais l'effort de m'habiller correctement, avec le plus d'élégance dont je suis capable, eh bien, je vais être la cible et la victime de colibets, de remarques, forcément déplacées,
Vous connaissez évidemment les colibés en question. On va me dire, ah, tu veux un entretien d'embauche? Alors que je suis au boulot, en fait. Donc, moi, je fais l'effort de m'habiller correctement pour aller au travail. Et les minables, les nuls, vont me dire, ah, tu as un entretien? Fils de pute. Fils de pute. Voilà, c'est la seule chose que j'ai à te dire. Pourquoi tu me critiques moi? Pourquoi tu ne vas pas critiquer les personnes qui s'habillent en hoodie pour venir pour venir au boulot? C'est eux le problème, c'est pas moi. Moi j'ai fait l'effort de bien m'habiller. Critique les moches, critique pas les gens qui ont la classe. C'est quoi ce refus de l'élégance, ce refus de la beauté? Il y a un refus de la beauté dans ce monde qui est absolument ignoble. Et je refuse de parler avec des gens aussi méprisables que ceux qui vont critiquer les gens qui font de l'effort d'apporter de la beauté au ce monde. Parce que oui, avec mes vêtements, j'ai la prétention de dire que j'apporte de la beauté pour que, eh bien, au boulot, j'ai le respect de m'habiller correctement, parce que c'est quelque chose qu'on va remarquer sur les photos qu'on prend, les photos qu'on va envoyer à des clients, ou je sais pas, les clients, ils préfèrent voir une équipe de mecs habillés en chemise, ou une équipe de mecs habillés en t-shirt Z-Event. Putain, mais critiquez les gens qui s'habillent mal plutôt que critiquer les gens qui s'habillent bien. Voilà, c'était le conseil que je voulais vous dire. Évidemment, ne devenez pas une caricature. Moi, je dis que je m'habille bien, mais je mets un pantalon et une veste de costume. C'est pas non plus grand-chose. Je mets pas de cravate ou de pochette ou de bouton de manchette parce que je trouve ça un petit peu exagéré et évidemment déplacé. Il n'y a rien de plus inélégant que d'être pas dans le moule, en fait. Hein, n'exagérez rien non plus. Ne devenez pas une caricature. Votre habit ne doit pas devenir un déguisement. Voilà. C'est-à-dire que porter un costume croisé de grande mesure à une soirée entre amis qui n'ont pas ces codes, effectivement, ça peut être un peu ridicule. Mais, par exemple, le porter pour aller au restaurant avec votre chérie pour son anniversaire, mettre ce costume pour aller à l'église ou je sais pas, pour un baptême, eh bien, là, ça a tout son sens. Il faut à chaque fois trouver le moment, l'instant, il faut s'adapter à son public, c'est la clé de l'élégance. Et je vous enjoins, mes amis, à arrêter cette paresse de l'habit, à arrêter le jogging, le sweat à capuche. Et évidemment, vous pouvez le mettre, je sais pas, quand vous êtes chez vous le dimanche après-midi, ou en télétravail, ou je sais pas quoi. Bien sûr, gardez du confort, mais quand même, faites preuve d'élégance, à la fois dans votre parole et dans votre façon de vous habiller, de vous comporter. Soyez élégant, je vous l'ai dit, je veux qu'on soit les sans reproches, je veux qu'on soit une équipe de beaux gosses. Habillez-vous pour aller à l'officine, par exemple. Moi, j'en ai marre de voir des médecins qui s'habillent mal. Médecin, c'est un grade. Pharmacien, c'est un grade, c'est un titre. Il y a beaucoup de gens qui nous respectent, qui respectent notre profession, et je veux que vous vous en soyez dignes. Moi, j'en ai marre de voir des crocs, en fait. J'en ai marre de voir des crocs à l'hôpital. Je vous demande pas d'être en talons aiguilles, mais un minimum. Putain, c'est le minimum. D'ailleurs, oui, je pose ça là. J'ai remarqué une étrange corrélation, une curieuse proportionnalité, inversement proportionnelle d'ailleurs, entre le port du jogging et la pratique du sport. C'est-à-dire que plus tu mets de jogging, moins tu fais du sport. En général, ça se passe comme ça. Mes amis, je vous enjoins une nouvelle fois. Habillez-vous correctement. Faites cet effort. Et d'ailleurs, on passe à la rubrique tout de suite numéro 7 qui rejoint un petit peu ça. C'est la prescription. Et la prescription numéro 2 pour cette semaine, enfin jusqu'au prochain podcast, c'est faites l'effort de vous habiller au moins correctement une journée dans la semaine. Habillez-vous correctement une journée. Et si tout le monde le fait, si tout le monde se met à respecter un code vestimentaire beaucoup plus agréable que ce qu'on voit jusqu'à maintenant, eh ben le monde deviendra plus joli. On va changer le monde avec ce podcast. Allons-y. Les amis, habillez-vous une fois dans cette semaine, minimum. Si vous voulez le faire toute la semaine, faites-le. Mais habillez-vous correctement. Et donnez-moi votre ressenti sur votre façon de ressentir cet habillement nouveau. Je sais que par exemple, quand on va bien s'habiller, eh bien, on va pas se tenir de la même façon. On va se tenir plus droit. On aura plus de regards qui vont se tourner vers nous. On va avoir, je sais pas, on va avoir l'air plus sérieux, plus digne de confiance. Donnez-moi vos ressentis en dessous de la publication que je vais mettre sur Instagram.
du coup c'est la prescription numéro 2. Il y aura un post en référence de cette publication dans les jours à venir du podcast. N'hésitez pas à commenter pour savoir les difficultés que vous avez rencontrées ou alors les bienfaits que ça a eu sur votre... Est-ce qu'il y a eu des bienfaits de cette expérience? Est-ce que vous avez trouvé ça pénible à faire? Est-ce que ça a été facile à faire? Dites-moi tout et on fera le bilan de tout ça dans le prochain podcast. Et d'ailleurs aujourd'hui, c'est l'heure du retour sur la première prescription, le bilan sur la prescription numéro 1, qui était faire ces 10 000 pas quotidiens. Je vous en avais parlé dans le premier épisode des bienfaits des 10 000 pas sur le moral et sur le physique pour sa santé. C'est un des premiers conseils que je vous livre. Allez voir le premier épisode pour connaître tous les bienfaits des 10 000 pas. 10 000 pas pendant lesquels d'ailleurs vous pouvez écouter ce podcast. Il est d'ailleurs fait pour ça puisqu'il est très long. Vous pouvez vous faire une petite balade et écouter ce podcast. Et maintenant c'est parti. On va écouter les retours des différentes personnes qui m'en ont fait. Donc malheureusement là j'avais oublié de faire une publication, donc c'était surtout en message privé, et donc il y a quelques personnes qui m'ont envoyé des retours que je vais pas nommer puisque là c'est pas public, c'est pas en commentaire, donc je suis pas sûr qu'elles veuillent que je partage leur nom. Donc on a une première personne qui nous dit: sans les 10 000 pas je suis tendu. Et bien effectivement, puisque je vous ai indiqué dans le premier podcast que faire de la marche à pied, de la marche, ça permet de baisser son taux de cortisol sanguin. Et ça sert à quoi le cortisol? Le cortisol, c'est ce que vous sécrétez le matin au réveil. C'est donc l'hormone qui va vous réveiller, en fait. C'est l'hormone qui va enlever votre sommeil. C'est l'hormone qui va vous booster, un petit peu comme la caféine, qui va vous énerver le matin, pour vous réveiller vraiment. Et donc, le fait d'avoir trop de cortisol dans le sang, sur trop long terme, c'est quelque chose qui va impacter votre morale. Donc effectivement, plus on marche, moins on a de cortisol, et donc moins on est tendu. Donc effectivement, cette femme qui dit « sans les 10 000 pas, je suis tendu », eh bien effectivement, tout est lié, tout est lié. Un deuxième retour, difficile en télétravail. Alors j'avais pas trop compris, puisque effectivement, pour moi, le télétravail, c'est quelque chose, c'est une promesse de gain de temps, normalement, puisque tu n'es pas dans les transports en commun, donc normalement c'est un gain de temps, donc je n'avais pas forcément très très bien compris, mais j'espère en tout cas que tu trouveras du temps que tu réussiras à te libérer du temps pendant ta journée de télétravail pour aller marcher 1h30, je le répète, c'est très facile à faire, ça ne prend pas beaucoup de temps. 1h30 dans une journée, c'est très très vite trouvé. En plus, je sais très bien que vous regardez des vidéos sur YouTube, que vous passez du temps sur TikTok, et bien tout ça, vous pouvez le faire assez facilement en marchant plutôt que d'être dans votre lit ou dans votre canapé. Vous pouvez marcher plutôt que de rester inactif et sédentaire. Troisième retour, moi, c'est moralement que ça me fait du bien, sensation d'avoir pris l'air, d'être active. Effectivement, donc ça rejoint le premier commentaire que je disais, ça baisse le cortisol, donc ça va améliorer votre morale, votre santé mentale et la santé physique évidemment. Donc je suis bien content de tous ces retours que vous avez pu me faire. Il y en avait d'autres, mais là j'ai sélectionné les quelques-uns qui me paraissaient les plus pertinents. J'attends votre retour avec grande impatience sur la prescription d'aujourd'hui qui est concernant l'habit. Donc habillez-vous, faites l'effort de vous habiller au moins une journée correctement. Donc correctement, il n'y a pas vraiment de règle, hein. Vous vous habillez comme vous l'entendez, correctement. C'est-à-dire faites un effort pour vous habiller mieux qu'à l'habitude, quoi. Mais il n'y a pas vraiment de règle, j'impose pas le costume ou je ne sais quoi. À ce niveau-là, vous faites absolument comme vous voulez, mais je vous enjoins à vous habiller mieux que d'habitude, au moins une fois dans la semaine. Et vous n'oubliez pas de me faire des retours cette fois-ci. Je n'oublierai pas de faire une publication concernant et bien du coup la prescription numéro 2 où vous pourrez me faire des retours directement sur votre expérience, sur votre façon de vous habiller mieux que d'habitude, sur votre ressenti, sur les difficultés éventuelles que vous avez pu rencontrer. Je suis vraiment très curieux de découvrir tout ça et on fera le bilan dans l'épisode numéro 3. La rubrique numéro 9, c'est la rubrique des questions. Et oui, en fin de consultation, on demande toujours au patient s'il a des questions. Et cette fois-ci, mes patients ont beaucoup de questions. Au premier épisode, on n'avait pas pu faire, évidemment, puisque c'était le premier épisode, donc je n'avais pas encore demandé si vous aviez des questions. Mais cette fois-ci, vous avez eu des questions, vous en avez eu beaucoup. Et malheureusement, je ne pourrai pas répondre à toutes les questions.
Donc pour les questions qui n'auront pas été sélectionnées, n'hésitez pas à les remettre pour le prochain épisode du coup, ou peut-être qu'il sera sélectionné à ce moment-là. Donc là, je vais vous faire une réponse rapide pour les questions parce que je ne peux pas développer énormément. Mais si ça vous intéresse, s'il y a suffisamment de personnes qui me posent des questions ou si vous me sollicitez pour que je fasse plus de détails sur ces questions, eh bien, je peux par exemple prendre la question et la traiter dans la rubrique numéro 2. Vous savez, la rubrique de mon expérience personnelle, anamnèse du coup. Donc, si vous avez besoin de plus de détails sur une question, dites-le moi. Envoyez-moi plein de questions, comme ça je vois un petit peu les intérêts en fonction des questions, du nombre de questions que je reçois. Et donc, je traiterai peut-être cette question en priorité dans la rubrique anamnèse pour donner plus de détails. Donc, j'ai sélectionné quelques questions aujourd'hui et je vais vous les donner tout de suite. Donc, la première, c'est comment se sont passés tes stages en officine en P2 D1 et aussi, du coup, D2, j'imagine. Donc, D2, ça doit être la 2, 3, 4, la 4e année. Alors, moi, mes stages à l'officine, ça s'est toujours très très bien passé. J'ai toujours beaucoup aimé travailler à l'officine parce que j'avais une équipe officinale vraiment très sympa. D'ailleurs, je les salue s'ils passent par ce podcast. Ils m'ont appris plein de choses. Vraiment, c'était un des stages où j'ai appris beaucoup de choses, à la fois sur le métier de pharmacien, sur l'organisation des soins, sur les médicaments. Ça me permettait vraiment de réviser à côté des Ronéos, d'avoir du concret plutôt que de la théorie. Et c'était bien parce ma titulaire, ma maître de stage me permettait de faire... on se connaissait très bien parce qu'en dehors des stages, en fait, je venais faire des vacations, je travaillais le week-end, les vacances avec elle. Donc on se connaissait très très bien et du coup elle me laissait faire plein de choses. Je ne faisais pas que les commandes ou alors je ne faisais pas que de l'observation comme je l'ai entendu. Il y a certains de mes confrères à la fac de pharma qui ne faisaient que de l'observation pendant 6 semaines de stage. Franchement, c'est une catastrophe, les maîtres de stage qui font ça. Laisser les étudiants travailler un petit peu. Ils n'apprennent rien du tout à vous regarder faire. Ils peuvent vous regarder faire pendant les 2 premiers jours, quoi. Mais au bout d'un moment, s'ils passent 6 semaines à vous regarder, c'est l'ennui total. Donc, moi, dès ma première semaine, j'ai commencé à délivrer des médicaments, évidemment sous l'œil avisé de ma maître de stage, mais j'étais au comptoir avec les patients, je discutais avec eux, j'apprenais, en fait, tout simplement, j'apprenais énormément de choses. Et en plus, c'était une petite officine de campagne, donc très très cool. Il y a un rapport privilégié avec les patients, on les connaît tous, ils nous connaissent aussi. Voilà, c'est pas les mêmes rapports. J'ai aussi travaillé à l'officine en ville et franchement, ça a rien à voir. Je préfère largement travailler à l'officine. Ah, bonjour monsieur, machin, vous passez à l'officine tout à l'heure, j'ai des médicaments pour vous. Voilà, tu le croises dans la rue, tu lui dis ça. C'est vraiment des rapports privilégiés avec les patients qui restent évidemment professionnels, mais qui sont quand même privilégiés et ça, j'ai adoré. Et donc oui, j'ai appris énormément de choses sur l'officine pendant ces différents stages et pendant les différentes vacations et vacances scolaires où j'ai travaillé là-bas. Moi, je n'exclus pas l'officine dans mon parcours professionnel futur. Vraiment, c'est une possibilité que j'envisage. Je peux pas en dire plus parce que le projet n'a pas été approfondi énormément pour le moment, mais en tout cas, soyez sûr que vous serez les premiers informés si un jour mon métier vient à changer. Mais pour le moment, je me plais énormément en industrie, donc pourquoi changer, j'ai envie de dire. Et surtout que les officines coûtent extrêmement cher à acheter, qu'il faut travailler 2 fois plus, qu'il faut travailler le samedi, parfois le dimanche, qu'il y a des gardes, qu'il faut rester toute la journée debout. Pour le moment, je vois plus d'inconvénients que d'avantages, à vrai dire, à quitter l'industrie. Peu importe. Et après, du coup, j'ai eu évidemment d'autres stages, à la fois à l'hôpital et en industrie. Moi, à l'hôpital, j'étais dans le service de cancérologie, enfin d'oncologie digestive, plus précisément, où on fabriquait les poches de chimiothérapie. Et en 6e année, j'ai fait un stage en industrie, où là, c'était un peu la désillusion de ce qu'était l'industrie pharmaceutique. Mais je vous en parlerai dans un prochain podcast. Si ça peut vous intéresser, évidemment, n'hésitez pas à me solliciter sur le compte Instagram du podcast pour me donner vos idées
Eh bien, le sujet, tout simplement. On passe à la question suivante. Comment vois-tu le futur du métier de pharmacien? Ah là là, malheureusement, c'est un peu ambivalent dans ma tête. C'est-à-dire que j'ai bien peur que Amazon ou Leclerc finissent par, pour ne pas les citer, finissent par nous piquer un peu notre profession en vendant des médicaments. Mais d'un autre côté, je vois que le gouvernement nous donne de plus en plus de responsabilités, à la fois en matière de vaccination, de délivrance, de prescription, etc. Donc j'ai bon espoir que le métier de pharmacien à l'officine, en tout cas, parce que là je parle que pour le métier de pharmacien à l'officine, soit transformé et devienne de plus en plus important. Mais aussi, d'un autre côté, il y a de moins en moins de pharmaciens, comme je l'ai précisé dans mon premier épisode, il y a une pénurie d'étudiants en pharmacie. Donc forcément, c'est une situation un peu complexe là à envisager. Je n'arrive pas vraiment à me projeter dans 10-20 ans. Qu'est-ce qui va se passer? Tellement il y a de paramètres en jeu qui font basculer la situation d'un côté ou de l'autre. Donc il y a des beaux projets, mais d'un côté, j'ai peur qu'on nous pique notre métier. En fait, voilà, c'est ma crainte. Quel est ton point de vue de la population sur le pharmacien selon toi? Alors, je pense que la population est très mal renseignée sur le métier de pharmacien. Moi, quand je pense directement à ma famille qui pense que le métier de pharmacien, mais d'ailleurs comme la plupart des gens en France, ils pensent que le métier de pharmacien, c'est être derrière son comptoir et respecter la prescription du médecin, donner les boîtes et point barre, sans se rendre compte vraiment de la relation avec les patients, qu'il y a l'intérêt de notre profession, parce que, bon, s'il y a des ordonnances plutôt simples, c'est sans crainte, mais parfois, enfin sans crainte, je m'entends, il y a des effets indésirables partout quand même, mais quand il y a des médicaments beaucoup plus touchy, beaucoup plus dangereux d'utilisation, c'est là aussi que le métier de pharmacien trouve tout son intérêt. Donc oui, pour répondre à la question, je pense que la population ne se rend pas du tout compte de, 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 de ce qu'est vraiment le métier de pharmacien. Ouais. Et encore plus quand on parle des métiers comme le mien, pharmacien en industrie, personne ne comprend ce qu'en font les pharmaciens en industrie. Il y a une grande méconnaissance, pour faire une conclusion à la question, il y a une grande méconnaissance du métier de pharmacien, et c'est absolument pas la faute des patients, mais de toutes les politiques, de toutes les autorités sanitaires qui ne mettent absolument pas ces professions en avant, contrairement au métier de médecin qui, carrément, là pour le coup, il est idolâtré, il est sacralisé. Et pour moi, ce n'est pas une bonne chose de sacraliser cette profession parce que ça donne des illusions de vie parfaite, alors que le métier de médecin est très 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 dur. Je vous mets en garde, si vous vous lancez dans de telles études, faites très attention, car ça ne convient absolument pas à tous les profils. Je trouve ça plus honnête pour vous de vous vendre le métier comme ça, de vous dire que c'est une très belle profession, de vous mettre en garde sur la difficulté, plutôt que vous vendre le métier en mode Grey's Anatomy ou Dr House et vous vendre une vision du métier absolument idéalisée. Donc je vous mets en garde, suivez votre rêve de profession, mais quand même prenez garde. Et on passe à la question suivante. As-tu des passions en dehors de YouTube et ton métier? À vrai dire, le sport, oui, j'ai une passion sportive, mais pas nécessairement dans un seul sport. Moi, ma passion, c'est faire du sport. Je- Peu importe, on peut m'initier à d'autres sports. Donc c'est pour ça que ma notion de sport a vraiment beaucoup varié en fonction des âges. C'est que quand j'étais petit, vous l'aurez compris, je détestais. Mais aujourd'hui, c'est vraiment vital pour moi. Sinon, en dehors de ça, moi, je suis quelqu'un de la campagne et j'aime beaucoup les activités de la campagne, c'est-à-dire que je me plais à couper du bois, je me plais à ramasser des pommes, à ramasser des champignons, je me plais à, je sais pas, jardiner, à faire le potager, à ramasser des fleurs, faire des bouquets, à ramasser des châtaignes pour les manger ensuite. Voilà, c'est des occupations de la campagne que j'aime beaucoup faire, j'aime beaucoup cuisiner aussi. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai travaillé 2 ans en cuisine. C'était un autre job étudiant, je pense qu'on reviendra dessus, et ça m'a beaucoup inculqué des notions de cuisine, et du coup moi j'adore cuisiner, j'adore goûter des plats, goûter des saveurs, deviner les différents ingrédients des plats, c'est quelque chose, vraiment je prends grand plaisir à manger, et surtout manger de bonnes choses et de nouvelles choses.
Donc voilà, c'est les passions auxquelles je pense, parce que j'ai évidemment pas préparé des questions pour que ce soit le plus spontané possible, mais la cuisine et les activités de campagne, le sport sont des choses qui me plaisent particulièrement et qui occupent mon quotidien. Allez, ça fait combien de temps qu'on tourne? Ça fait donc 1h43. Ouh là là, mais on a été beaucoup plus rapide que la dernière fois là. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on en prend une dernière. On prend une dernière question. En industrie pharma, j'ai peur de m'éloigner du relationnel de la paillasse. Qu'en dis-tu? Eh ben, effectivement, tu as bien calculé parce que tu vas effectivement t'en éloigner et tu n'en feras même presque plus, à part quelques exceptions de métiers. Je sais pas, je pense qu'en R&D notamment, ils sont beaucoup plus proches de la paillasse que dans d'autres professions de pharmaciens en industrie. Mais ailleurs, c'est vrai que du coup, les métiers de paillasse sont réservés à des métiers de techniciens en laboratoire, de préparateurs en pharmacie. C'est vraiment très très rare pour un docteur en pharmacie de se retrouver à la paillasse. Le docteur en pharmacie, c'est le manager de ces personnes, des techniciens. C'est lui qui va, c'est lui ou elle d'ailleurs qui va donner les recommandations, les bonnes pratiques, les lignes directrices du travail aux techniciens. Donc oui, effectivement, tu vas t'éloigner de la paillasse, mais tu verras d'autres choses qui sont vraiment très sympa aussi. C'est pas parce qu'on n'est plus à la paillasse. Certes, la paillasse c'est très sympa. La paillasse à la fac c'est rigolo. C'est voilà, on est avec les copains, on rigole, on fait des expériences de chimie. Voilà, c'est rigolo. On voit des trucs sympas. Mais la paillasse tous les jours au boulot, c'est différent. On n'est plus à la fac, c'est moins rigolo d'un coup. Donc, je sais pas. Moi, je n'aimerais pas travailler à la paillasse. Mais je conçois tout à fait qu'il y a des personnes à qui ça plaît beaucoup et qui veulent retrouver ce côté technique, ce côté euh, plus travailler avec ses mains. Euh, je comprends qu'il y a des gens qui veulent faire ça et je ne peux que vous encourager donc à trouver un travail dans des plus petites structures, parce que plus la structure est petite, plus en général on est proche des laboratoires et donc plus, j'imagine, il est facile de trouver une profession directement dans le labo et donc proche de la paillasse. Donc évidemment, ça doit exister des travaux comme ça, mais je te le garantis que quand tu es pharmacien, tu t'éloignes automatiquement de la paillasse. C'est une certitude. Mais je suis sûr que tu vas trouver une profession de pharmacien dans laquelle tu te reconnaîtras. Il y en a vraiment des centaines de professions de pharmacien. Donc il y en aura forcément une dans laquelle tu vas te reconnaître et t'éclater. Je te le garantis. Il suffit de chercher un petit peu et tu vas forcément trouver. Écoutez, c'est la dernière question que je prends. Il y en reste encore quelques-unes, mais malheureusement, on n'aura pas le temps de toutes les traiter. Vous voyez, des personnes qui se sont plaintes que le podcast était trop long la dernière fois, donc je ne vais pas abuser des bonnes choses. Vous aurez d'autres podcasts très prochainement pour vous régaler à nouveau. Je sais que ça vous a plu, donc je suis très heureux de vous faire tout ça. Donc les questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à les reposer pour que j'y réponde au prochain podcast. Il y aura une story où je mettrai la boîte à questions là, donc vous mettez toutes vos questions dans cette story. Et donc j'y répondrai au prochain podcast, évidemment. Je suis trop content de faire ce podcast. Vraiment, vous voyez, j'ai pu faire deux sorties de 2 heures ou presque dans une semaine. Ça aurait été absolument impossible à réaliser avec des vidéos YouTube parce que ça prend beaucoup trop longtemps à faire une vidéo. Un podcast, je branche mon micro, c'est parti et c'est publié. Donc c'est tout pour ce podcast. Avant de partir, n'oubliez pas, s'il vous plaît, mettez 5 étoiles au podcast. Ça vous prend 5 secondes, mais pour moi, ça fait une vraie différence. C'est une aide énorme. Oui, je vais vous le dire à chaque podcast pour information. Si ça vous saoule, c'est pareil. N'oubliez pas que ce podcast est gratuit et que vous me rémunérez avec votre générosité, soit avec les 5 étoiles, soit en vous abonnant au compte première.consultation, où là vous répondez au sondage, vous envoyez des news pour la rubrique sémiologie, des news qu'elles soient drôles ou sérieuses, vous envoyez des questions pour la FAQ, vous me taguez en story, vous me mettez des jolis paysages pendant que vous êtes en train d'écouter le podcast, ça me permet que vous me fassiez un peu de pub, comme ça je repartagerai tout le monde. Alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à me faire un petit peu de pub pour qu'on soit rapidement 1000 abonnés sur le compte Instagram. Et évidemment,
j'ai besoin de vous. Vous le savez, je vais vous le répéter à chaque fois. Et oui, oui, oui. Je vais vous le donner je vais vous le répéter jusqu'à ce que j'ai un petit peu d'argent et que je n'ai plus besoin de vous faire de la pub, en fait. Que je n'ai plus besoin de vous le dire. Je vous demande de gagner un titre honorifique sur mon compte Tipeee, en échange de votre générosité, vous aurez des cadeaux en contrepartie. Donc allez sur mon compte Tipeee, votre soutien est absolument vital pour le podcast, vous le savez, je passe beaucoup de temps à faire cette émission, même si c'est moins de temps que les vidéos, c'est quand même beaucoup de temps, vous imaginez, de trouver des sujets, d'analyser, de faire des analyses complètes d'un sujet, je vous apporte du contenu de qualité, de façon régulière, je vous fais rigoler à chaque fois, alors vraiment, n'hésitez pas à me rétribuer avec des dons sur Tipeee. Si mon émission a pu vous intéresser et si vous voulez qu'elle continue encore quelques temps, n'hésitez pas à me donner le minimum, ça me fait déjà très très plaisir. Si tout le monde donnait 1 euro, j'aurais déjà plus de 100 euros dans mon Tipeee et je serais déjà hors du besoin pour mon matériel pour enregistrer. Donc n'hésitez pas à donner 1 euro. Et si vous êtes dans la capacité de donner plus, n'hésitez pas à donner plus. Mais je précise d'ailleurs que je préfère que vous donniez 1 euro par mois, tous les mois, plutôt que 30 euros d'un coup. Ça me permet de gérer mon budget de façon plus pérenne. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais dire. N'hésitez pas, j'ai besoin de votre soutien. Si vous voulez que le podcast continue encore longtemps, j'ai besoin de votre soutien. Croyez-moi, c'est absolument vital. Merci beaucoup pour votre écoute. On se retrouve très prochainement pour un prochain podcast. Prenez rendez-vous sur Doctolib avec votre docteur préféré. C'était Première Consultation. C'était Anthony Perdry, alias Douzerie, pour Première Consultation. Merci pour votre écoute et à bientôt.